Parcours, trajectoire d'entrepreneurs inspirantes. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent, qui créent et qui innovent. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin sans détour, de parcours inspirants, de défis relevés, de succès célébrés et de leçons précieuses à partager. Parce que réussir, c'est avant tout oser, apprendre, évoluer et inspirer les autres. Chaque femme que vous entendez ici a une histoire singulière. Et dans chaque expérience, il y a des apprentissages qui résonnent bien au-delà du parcours individuel. Un podcast pour s'inspirer, apprendre et surtout passer à l'action. C'est parti, bienvenue dans Parcours. Bonjour Fainara. Bonjour. Bonjour Fainara. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va très bien. C'est très agréable de démarrer cette journée. Tu es magnifique avec toi. Et merci, c'est super gentil. Donc, on est très contente de démarrer cette journée avec toi ici en particulier. Oui. Alors, avant de démarrer et pour te demander pourquoi on est ici, je vais dire quand même bonjour à Marina. Merci, bonjour Seynabou. Moi, j'ai une petite question avant. Est-ce que Fainara, c'est ton prénom? Non, c'est pas du tout mon prénom. L'histoire est un peu... J'aimerais que l'histoire soit vraiment iconique, mais pas du tout. J'avais 13 ans. Je voulais pas forcément partager mon nom sur les réseaux sociaux. J'étais un peu consciente du danger que c'était. Donc, j'ai juste tapé sur Google idée de pseudo. Voilà. Ok. But Google is your best friend. Mais ouais, je sais pas, c'est trop beau, Fainara, je trouve. Mais oui, c'est joli. Et ça fait un peu CRR, mes origines, je sais pas. Bref, je me suis grave inventé une vie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mon prénom, mais alors que pas du tout, en fait. Donc c'est ok, on t'appelle Fainara. C'est ok, ouais. Okay. Fainara. Cool. Aujourd'hui, Fainara, tu nous as demandé tu as proposé à ce qu'on se retrouve ici, dans ce restaurant Kurgi. Oui. Pourquoi ici? Parce que, franchement, vous m'avez demandé l'endroit que je fréquente le plus, mis à part ma boutique dans laquelle je suis tous les jours ou chez moi, je suis tout le temps chez Kurgi. Déjà le nom, Kurgi, c'est la maison. Vraiment, je suis tout le temps là, je me pose tout le temps là. Moi, je suis pas trop protocolaire. J'aime pas avoir un bureau fixe et tout. J'aime bien me poser dans des endroits chaleureux et voilà pourquoi j'ai choisi Kurgi, parce que c'est ma maison. Donc aujourd'hui, on a envahi Kurgi avec l'équipe. Ouais. On a poussé les meubles et on s'est installé ce petit espace, mais c'est vrai que c'est un endroit très agréable. Ouais, vous avez vu, c'est chill. C'est très agréable. Il faut goûter, hein. Il faut goûter les plats et tout, c'est trop bon. Non, on a déjà tenté, et expérimenté, t'inquiète pas. Okay. Et l'équipe nous a super bien accueillis. Ouais. On en profite pour remercier vraiment Kurgi, voilà, et toute l'équipe qui nous a vraiment mis à l'aise et qui nous a permis d'avoir ce joli setup pour te recevoir. Alors, on démarre avec un petit rituel. Ok. Avant de rentrer dans le vif du N'aie sujet. pas peur, je vois un petit regard Mais inquiet. non. La Fainara petite, du haut de ses 5 ans à peu près, qu'est-ce qu'elle voulait devenir plus tard? Qu'est-ce qu'elle voulait faire dans la vie plus tard? Alors, la Fainara petite, elle hésitait entre être journaliste ou avocate. J'hésitais vraiment, toute mon enfance, j'ai hésité entre ces deux métiers. Très tôt, je me suis dit qu'être avocate, c'était pas pour moi. Parce que déjà, je prends trop les choses à cœur. Et en plus, je voulais pas défendre des potentiels criminels ou quoi. Enfin, je connaissais pas encore bien les règles. Donc, je me suis dit, non, c'est contre... je voulais pas défendre quelque chose qui est potentiellement répréhensible. Donc, j'ai vite arrêté l'idée. Mais qu'est-ce qui t'attirait dans cette idée d'avocate? Parce que j'ai toujours su défendre mes idées, défendre les personnes qui m'entouraient. C'est vraiment, moi, je suis vraiment une meuf de justice qui se bat pour ce qu'elle croit. Et donc, même étant petite, j'avais beaucoup d'argumentaires. Et donc, mes parents étaient toujours là, mais fais avocate. Et j'étais là, on me l'appelait toujours la petite avocate. Donc, dès petite, tu disais tout ce que tu pensais. Ouais, je me suis toujours exprimée. Moi, je suis un étalon indomptable depuis petite. J'ai toujours un gros caractère, eu un gros caractère, donc voilà. Et journaliste parce que je parlais énormément, évidemment. J'ai quand même reçu une éducation très basée sur l'information. On regardait toujours le journal TV. Donc, ça me paraissait... je trouvais ça super important. Je voyais les gens qui présentaient le 20h et moi, c'était mon ultime goal, quoi. Présenter le 20h sur TF1 à la télé, c'était
the goal pour moi. Ah, il est toujours temps. Hein. Donc, Il est toujours temps, mais j'ai changé parce qu'encore une fois, j'ai un peu de mal avec le journalisme où on t'impose de dire certaines choses. Voilà quoi, moi j'aime être libre de dire ce que je veux et pas dicté par une ligne éditoriale ou une ligne éditoriale. Et je pense que voilà, malheureusement en tant que présentatrice, tu dois forcément te plier à certaines règles et je m'y serais pas pliée, j'aurais tout gâché, j'aurais gâché le 20h, j'aurais tout fait péter. Donc j'ai vite changé de trajectoire. T'es pas très loin quand même. Je pense que tu parles aussi de métiers qui portent beaucoup de valeurs, des métiers d'engagement aussi. Et je pense que dans ce que tu fais aujourd'hui, on retrouve aussi ces choses-là. C'est vrai. Alors, on va rester un peu dans cette période de ta vie jeune, mais pour parler d'enfance, dans quel cadre tu as grandi? Comment s'est passée ton enfance? Alors, tu viens d'où? Je viens de partout, les gars. Je viens de partout. J'ai 1000 vies. Alors, en fait, from the world. Moi, je suis... Ouais, vraiment from the world. Et je suis née donc, à Ndangan, dans le Sine Saloum, au Sénégal. J'y ai vécu 4 ans, donc avec mes parents, ma famille, etc. Et malheureusement, je suis tombée un peu malade. À mes 4 ans, enfin, depuis que j'étais petite, j'étais malade, je faisais beaucoup de crises de convulsions. Et sauf que les conditions sanitaires à l'époque, voilà, on était vraiment dans des conditions précaires, on vivait dans une petite case, sans eau, sans électricité, mais c'était cool, hein. Moi, j'ai des très bons souvenirs de mon enfance, mais malheureusement, ma mère qui devait courir les 1 kilomètre qui nous séparait de l'hôpital à chaque fois pendant que je faisais une crise, etc., c'était pas top. Et sachant qu'elle avait déjà perdu un enfant à cause de ça, ils ont préféré m'envoyer en France du coup chez mon oncle, enfin chez ma tante paternelle et mon oncle avec qui du coup j'ai grandi le temps de me soigner. Et donc j'ai déménagé sur la Côte d'Azur à Cannes particulièrement. Changement de décor. Nangan Cannes. Nangan Cannes, genre. Et c'était hilarant. Avant, j'ai des vidéos de petites. Enfin, faut que je les retrouve, mais c'était trop drôle. J'étais tellement dépaysée. Mais ouais, je suis arrivée à Cannes et j'y ai vécu 1 an. J'ai vécu 1 an et ensuite, pour des problèmes, c'est ma grand-mère qui était malade, on a dû déménager donc dans la ville où elle se trouvait, qui était du coup Valence. Valence un peu plus haut. Ouais, un peu plus haut, dans la Drôme. Et là, par contre, j'ai fait 11 ans. 11 ans, donc c'est pas loin de Lyon. Et c'est là que j'ai passé la plus grande partie de ma vie. Et ensuite, à mes 13 ans, entre-temps, mes parents avaient divorcé, etc. Et ma maman était venue en France, s'était remariée avec un Breton. Un Breton. Tu vas me plaire, moi je suis bretonne. Tu es bretonne? Oui. Et moi aussi, techniquement. Bon, du coup, j'ai déménagé à Saint-Malo. Mais alors, on était presque voisines, ça me donne presque des frissons. C'était où? Moi, j'habite à Rennes. Mes parents sont à Rennes. Ah ouais? Bah, on était voisines. Tu vois? Moi, mes parents sont à Saint-Malo. Enfin, ma maman est à Saint-Malo jusqu'à maintenant. Saint-Malo, attends, je le dis. À Saint-Malo, tu as le meilleur Queen Amman du monde. C'est vrai. Presque. Bon, alors les gens de Douarnenez vont m'en vouloir, mais Saint-Malo, il y a des très bons Queen Amman. Vouloir, mais c'est Queen Amman, c'est Saint-Malo en fait. Enfin, on aurait dû aller tourner là-bas alors. Ah ouais, on va refaire un épisode. Mais il n'y a pas de souci, ce serait un plaisir. Mais du coup, j'ai fini mon expérience en France à Saint-Malo. J'ai vécu 5 ans, donc fin de collège, mes années lycée. Et ensuite, je suis venue au Sénégal. Tu es revenue au Sénégal. Et du coup, tu dis que tu es origine sérère, tes parents sont qui est sérère? Alors, ma maman est sérère. Oui. Après, dans l'ethnie sérère, on prend l'origine de la maman. Et puis, dans tous les cas, de toute façon, j'ai pas d'autres ethnies. Mon papa, il est espagnol. Espagnol, c'est ça. Donc, métis, sérère, espagnol. C'est ça. C'est assez improbable. Hein? C'est donc, ça. effectivement... From the world. From the world. Je vous ai dit ça. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu reviens au Sénégal alors? Alors, je reviens au Sénégal parce que j'ai quand même fait, du coup,
11 ans sans revenir au Sénégal. Et je gardais toujours ces souvenirs lointains de mon enfance. Même si j'ai vécu que 4 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance. Et j'ai toujours eu cette impression, vous savez, mon côté paternel, c'était des personnes blanches. Et donc tout le temps, on me demandait, mais d'où tu viens? T'es une fille adoptée? Tout le monde pensait que j'étais adoptée. Surtout en Bretagne. Non, après en Bretagne, j'étais avec ma mère. Donc ça va, ma mère est noire, etc. Ouais. Mais toute mon enfance, du coup, j'ai grandi avec des parents blancs. Enfin, je les considérais comme mes parents, quoi. Okay. Et du coup, je me suis souvent demandé d'où je venais, quelle était ma culture, enfin, tout ça, quoi. Je me suis posé énormément de questions existentielles en tant que métisse qui trouvera jamais sa place dans n'importe quelle société parce qu'on a un peu des deux. C'est ça. À l'adolescence, c'était à l'adolescence, ouais, beaucoup de questions parce que en France, t'es considérée comme une femme noire, mais en vrai, t'es un peu blanche aussi. Et puis voilà, quoi. Je sais, j'ai des filles métisses et c'était aussi une des raisons pour lesquelles on est venu habiter au Sénégal. Oui. C'était pour qu'elles retrouvent. Ici voilà. Elles sont des toubables. En fait, il n'y a pas de solution. Et effectivement, moi qui suis blanche, à l'école, en région parisienne, les enfants regardaient ma fille et moi et disaient c'est ta mère? Oui. Non, mais c'est ça, et il y a beaucoup de racisme systémique dès l'enfance, etc. Moi, j'en ai beaucoup souffert étant petite. Toute ma primaire, j'avais pas d'amis. C'était vraiment horrible, quoi. Et du coup, en grandissant, je me suis dit que je me sentirais mieux ici, que je serais moins catégorisée de femmes noires, que je serais avec des femmes noires. Et du coup, au-delà de ça, quand je suis revenue vivre chez ma mère, elle m'a fait faire un voyage au Sénégal que j'ai trouvé incroyable. Genre, c'est le meilleur voyage de ma vie. C'était trop bien. Je sais pas, le sentiment qu'on a. Ouais, genre, le sentiment qu'on a quand on revient, c'est dingue, genre. Ça, c'est ce que je dis toujours, en fait, à chaque fois qu'on voyage même quand on n'est pas, basé à l'étranger, même on voyage. Quand on revient, moi, j'ai toujours en fait ce truc-là, quand je descends de l'avion, la première inspiration que j'ai, l'air que je respire, je suis là, I'm home. Je suis à la maison. C'est tellement vrai. Tu vois, il y a quelque chose dans l'air. Dès que tu respires, tu redescends. La vague de chaleur là qui passe là quand on descend de l'avion. Et puis les gens, taxi. Non, c'est un truc de fou. C'est ça, c'est un truc de fou. Moi, je suis pas née ici. Oui. Et la première fois que je suis allée dans un pays d'Afrique, c'était le Burkina. Et quand la porte de l'avion s'est ouverte, j'ai senti cette vague. Et je me suis dit, j'aime bien ici. De toute façon, j'ai l'impression que partout où il y a le soleil, on se sent un peu mieux. Genre, vraiment, moi, la Bretagne, ça m'a atteint psychologiquement, la pluie. Ah non, mais... Non, attends, là, on va commencer à appeler être copine. Pardon. Moi, je peux pas. Moi, je suis une femme du soleil. La pluie me rend triste. Where is the sun? C'est vrai, quand tu passes de Cannes, Valence à la Bretagne, c'est quand même un peu violent. C'était trop violent. C'était trop violent. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'en fait, on dit souvent aussi, chez soi, c'est là où on se sent bien. C'est ça. Et ça peut être aussi plusieurs endroits. Ça peut être des endroits auxquels on n'est même pas lié, en fait, pas familialement. C'est ça. Mais c'est ça qui est important. Et donc, tu étais à la recherche de ça. J'étais à la recherche de mes racines. Je me cherchais. Et c'est vrai que en tant que Française, toujours, on nous vend ce modèle de tu vas rentrer... investir, réussir plus tard, etc. Et je trouvais ça un peu culotté d'aspirer à réussir plus qu'un Sénégalais qui vit déjà ici. Je connaissais absolument rien de ma culture, je ne connaissais ni la langue, moi j'ai tout appris ici, je connaissais rien du tout. Parce que tu arrives avec quel âge du coup quand tu es rentrée? J'avais 18 ans. Ah oui, c'est ça. Je parlais plus Wolof, moi quand j'étais petite je parlais sérère, je parlais Wolof, mais du coup j'ai pas grandi avec ma maman, donc j'ai tout perdu et je trouvais ça culotté d'aspirer à réussir sans vraiment apprendre à connaître en fait le pays, la langue, etc. Et donc je me suis dit écoute, en vrai tu vas aller sur le terrain et tu vas créer toi-même tes opportunités. Donc tu vas étudier, tu vas apprendre la langue,
tu vas connaître des gens, tu vas apprendre l'éthique, la culture, etc. Et là, tu pourras aspirer à devenir potentiellement une businesswoman. Et c'est ce qui s'est passé du coup. C'est ça. Parce que quand tu rentrais, tu avais déjà cette idée, je viens pour monter un business, ou tu t'es dit, je viens voir qu'est-ce que je peux trouver comme opportunité? Non, je savais que je voulais créer, je savais que je voulais être entrepreneur. Je savais pas encore dans quoi. Mais je savais. Tu n'étais pas encore dans le monde de la création de contenu? Non, pas à ce moment-là. Pas du tout. Non. Et donc, tu arrives à 18 ans, tu débarques avec tes valises et tout, et tu hey, that's me. That's me. Ouais, exactement. Parce que tu nous as dit ce que tu as fait, tu as voulu apprendre, etc. Est-ce que ça a été facile? Comment ça s'est passé? Ça a été super dur et jusqu'aujourd'hui, il y a un fossé, tu vois. Quand bien même j'essaierai toujours d'être the Sénégalaise, j'ai compris avec le temps que on est... on peut pas... Je sais pas... On est ce qu'on nous a inculqué en partie. Et ce qu'on a vécu. Il y a des valeurs qui me tiennent à cœur, de française. Et il y a des valeurs de sénégalaise qui me tiennent à cœur. Et c'est ce mélange qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et je pense qu'à un moment, j'ai trop voulu m'intégrer, justement. Et en oubliant qui je suis. Et c'est ça la vraie richesse du métissage. C'est de prendre tous les aspects de différentes cultures et de créer ta propre personne. Tout à fait. Et je l'ai compris que récemment. Mais j'ai fait un peu pareil. Quand je suis arrivée ici avec mon mari sénégalais, la belle famille, j'ai voulu tellement m'intégrer. Et au bout d'un moment, j'ai dit non, mais en fait, ce qui a de la valeur, c'est justement qui je suis et mon unicité avec toutes ses composantes. Et donc, quand on l'assume, après, ça va mieux. C'est ça. Ah bah oui. Et puis, quand t'es toubab, là, dans les... c'est bien, faut dire, je suis toubab. En fait, ça nous donne une liberté aussi. Ah, bien sûr. Donc, il faut pas les Sénégalais sont très compréhensifs. Qui est toubab, là? Moi, au début, j'étais énervée quand on me disait ça. J'étais comme, toubab. Maintenant, qui est toubab? Waouh. Oui. Par contre, je trouve que l'exercice est important à être fait. Moi, c'était le cas contraire parce que j'ai dû m'intégrer en France. Et en fait, voilà. Donc, quand tu arrives, l'exercice de je suis je vais faire l'effort de vraiment comprendre l'autre culture pour pouvoir, parce que c'est pas chez moi. Ça doit être très dur. Voilà, je viens dans un endroit qui est pas mon pays, avec une culture, etc., etc. Et je trouve que la moindre des choses est de faire l'effort. Maintenant, une fois qu'on a compris, on revient en fait à soi en se disant, OK, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je laisse? C'est ça. Voilà, qu'est-ce qui va me permettre de rester aligné? Et le reste, en fait, comme disait Mada dans le premier épisode, la société accepte, en fait, quand on décide, on ne lui laisse pas le choix. Exactement. Mais c'est vrai que quand tu arrives, tu es obligé de faire quand même un effort d'adaptation, d'observation, comprendre. Et après, tu fais ton petit cocktail. C'est ça, ton petit nokos. Voilà, on a le nokos Seinabu, le nokos Fainaha, le nokos Marina. Combien de piments, combien d'ail, combien de poivre, tu crées ton nokos. Et puis c'est ça. Donc ça a été quand même un challenge, tu as mis du temps à trouver ton équilibre et justement la personne que tu te sentais bien d'être ici. C'est ça. Et jusqu'aujourd'hui, je vais pas dire que je l'ai trouvé, mon équilibre. Je pense que on est en constante évolution de toute façon en tant que... Oui, mais même et pour puis, tout le monde. Là, tu as le temps, ça continue. Oui, c'est ça. Nous, c'est encore le cas. C'est une quête. Je veux dire, c'est à la recherche de la version. C'est ça. De cette version-là. C'est ça. Et donc, elle est en constante itération. Exactement. On change tout le temps. On évolue. On est des femmes. Donc, une femme, elle a aussi tout un, parcours en tant que femme. On se marie, on a des enfants, etc. Et donc, ça nous change aussi parce que ça s'imprègne, en fait. Et ce changement est important. Et parfois, au Sénégal, on dit elle n'a pas changé, puis c'est un compliment, mais en fait, c'est pas bon de pas changer. Oui, non, il faut s'adapter et c'est super important. C'est super important, mais faut pas oublier non plus qui tu es. Faut pas te dénaturer pour une société parce que c'est ça ta vraie richesse, c'est être différente. Exactement. Si on se dénature, du coup, on apporte plus qu'on a à apporter. Notre trésor à nous, là. Exactement. On ne l'apporte plus. C'est ça. Et donc, voilà, tu débarques tes valises et that's me. Et donc,
qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'occupe? Comment tu démarres en fait cette nouvelle vie? Voilà. Faut savoir qu'à la base, moi, bon, j'ai quelques tantes à Dakar, mais la plupart de ma famille, elle est au village. Donc en vrai, moi, je suis venue, j'avais rien, hein, je connaissais rien. J'avais la chance de faire une colocation avec une amie que je m'étais faite avec mes voyages de l'époque, etc. Donc, elle m'a permis de m'intégrer au début. J'étais à 2 pas de mon école. Donc, j'étais à l'Institut africain de management à l'IAM, à Mermoz. Donc, là aussi, je me suis fait énormément de contacts. J'ai vraiment rencontré énormément de personnes là-bas. Et je me suis beaucoup investie dans la vie scolaire, dans les activités scolaires, etc. J'étais à fond. J'étais folle. J'étais tellement à fond. Non, mais, genre, dès qu'il y avait un projet, t'étais dedans, quoi. Ah non, mais pour les élections présidentielles, j'étais directrice de campagne en première année. J'ai perdu 5 kilos en 2 semaines parce que je faisais que de faire la campagne. J'étais folle. Non, j'étais à fond. Moi, quand je fais un truc, je le fais à fond. Donc, je fais un petit clin d'œil à Marina. Il est 11h11. Ah, tu vois, depuis ce matin, on a eu 8h08, 9h09. J'ai loupé le 10h10 et là, 11h11. Sérieux? Et j'ai juste regardé mon téléphone, il était 11h11. Et ben, vous voyez, ça veut dire qu'on est bien, on est aligné. On est aligné. C'est ça. Et donc, très active, dynamique, super à dynamique et tout. J'ai été très vite intégrée, en vrai. Après, je suis quelqu'un de jovial, je parle à tout le monde, j'ai pas de soucis. Donc, souvent, quand on vient d'ailleurs, on est intriguant, on vient te demander plein de choses. C'est ça. On suscite la curiosité et donc, les Sénégalais, ils ont été très ouverts à moi aussi, franchement. Il y avait pire comme intégration. Franchement, j'ai été super bien intégrée. Et petit à petit, j'ai rencontré tout le monde. J'ai rencontré tellement de gens en 5 ans, 6 ans là bientôt. J'ai rencontré énormément de personnes et voilà. Et alors, comment ça démarre cette aventure de création de contenu? Parce que c'est à travers ça, je pense que tout commence. Ouais, tout commence. Alors, les réseaux sociaux. Bon, faut savoir que moi, quand j'ai toujours aimé la création de contenu, quand je dis toujours, c'est toujours depuis mes 10 ans. J'essaye. Au début, quand j'étais petite, je faisais des petits vlogs, des get ready with me. Oh mon Dieu, les vidéos sont hilarantes, genre hilarantes. Je me prenais vraiment pour ce que j'allais devenir, mais comme quoi la manifestation c'est important. Je faisais des montages, j'avais une chaîne YouTube. Et j'avais une chaîne YouTube quand j'étais petite. Personne me calculait pendant très longtemps. J'avais genre 30 abonnés, mais moi j'étais contente. Donc papa, maman et tout. Mais c'est ça l'apprentissage en fait. Mais c'est ça le vrai apprentissage. Et j'ai toujours eu cet amour pour la caméra, la photo, l'art. En général, moi je suis une grande artiste. J'ai fait 8 ans de piano, solfège. Ah ouais? Ouais, j'ai fait de la peinture, de la poterie. J'ai tout fait. Toi, t'as eu la vraie éducation à la française. Quoi. J'ai une vraie éducation de française. Tu continues encore le piano ou pas? J'ai arrêté le piano, mais je sais toujours jouer. J'ai pas perdu. Et j'aimerais bien reprendre. Ton next move, peut-être, c'est de mettre, tu sais, les pianos qu'on met dans les halls, là, le machin, et de poser ça quelque part. Yeah, maybe, why not? Mais ça me permettait de m'évader étant petite. Après, c'est devenu plus une pression parce que le niveau montait, donc il fallait faire des concours et tout, et ça a commencé à me saouler, donc j'ai arrêté. Mais oui, donc j'ai toujours été créative, et même à un moment, j'avais une chaîne YouTube, et je m'en souviens, j'avais fait une vidéo, à l'époque, ça avait fait 500 000 vues. À l'époque, c'était un truc de fou, ça. Même aujourd'hui, c'est un truc de fou. C'était une vidéo sur quoi? Sur YouTube, c'était avec ma sœur. On avait fait un alphabet challenge, en mode, on te donne une lettre et tu trouves une chanson qui est en rapport avec la lettre genre A. Bref, un truc de... Rien de ouf, mais ça avait grave marché. Et je commençais à avoir beaucoup d'abonnés, etc. Après, ma mère, elle m'a pris un rock. Elle m'a dit, c'est trop tôt. Genre, t'es trop jeune. Ça, on sent vraiment la maman sénégalaise. Elle m'a dit, exactement. Elle m'a fait couper. Et, parce que en même temps, j'avais 15 ans. On ne sait pas ce que je pouvais faire sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Mais j'avais des partenariats. Je m'en souviens. Carrément? Ah oui. À l'époque, on me contactait par... Mais je serais tellement riche si j'avais continué là. Non, je regrette trop. Maman,
Mais c'est toi. Non, mais non. À l'époque, j'aurais dû lui dire, maman, je t'explique, c'est un business. Oui. Viens, tu es mon agent. C'est ça. Là, tu dois. Et puis, elle aurait tellement fait si je lui avais expliqué l'argent. Les darons, là. Les darons, tu parles d'argent, elles comprennent tout de suite. Mais après, il y avait certains oncles qui nous mettaient la pression. C'était plus pression familiale en général. Bon. Oui. Et à l'époque, on comprenait pas ça les métiers d'Internet. Oui, c'est ça. Donc, c'était plutôt inquiétant pour elle et elle voyait pas forcément le potentiel. C'était son bébé. En plus, moi qui fais ce que je veux dans ma vie, Léa, cette folle, un jour, elle va venir faire une vidéo de je sais pas quoi. Ouais. Donc, elle m'a dit d'arrêter. Et je dis, bon, c'est pas grave, en vrai, je vais reprendre plus tard, quoi. Ouais. Et du coup, ça avait fait quand même que j'avais quand même un peu d'abonnés. Oui. J'avais peut-être 10 000 abonnés sur Instagram. Ah oui? Ouais. Mais j'étais pas influenceuse, quoi. Okay. Je faisais rien de spécial. Et depuis lors, ça s'était un peu évaporé. Je perdais de l'engagement, etc. Mais quand je suis arrivée ici, du coup, j'avais cette base de 10 000 abonnés. Donc, après 10 000 abonnés, c'est rapide de monter, quoi. C'était déjà avec le nom Fainara? Ouais. Depuis que j'ai 13 ans. Oui. Ah, c'est ça, c'est à 13 ans. Elle a créé ses comptes avec pour ne pas utiliser son nom. Non, ça j'ai compris, mais je savais pas si c'était des 13 ans. Ah, si. C'était depuis tôt. Et du coup, je sais pas, peut-être que je commençais peut-être à traîner avec des gens un peu populaires, je sais pas, au Sénégal, j'ai l'impression que tout le monde se connaît. Ouais. Et du coup, tout le monde a commencé à s'abonner à moi. J'étais un peu la nouvelle Chidekubi, tu vois, genre c'est qui et tout. Donc, on commençait à s'abonner à moi. Dans un groupe quand même plus restreint, mais je prenais énormément d'abonnés. Et forcément, quand la localisation elle est à Dakar, que tu postes tes photos à Dakar, les gens qui sont à Dakar, ils vont s'abonner. Ils vont voir, le Sénégalais s'abonne super vite, il donne beaucoup de force très rapidement. Et après, la vraie chose qui a permis de changer, c'est quand je me suis inscrite sur TikTok. Ah oui. Ouais. Ça, c'était une dinguerie, ça. TikTok, moi, du coup, je fréquentais à l'époque certains influenceurs, mais moi, je n'étais pas influenceuse, je les voyais parce que voilà. Et je voyais qu'ils étaient tous à fond sur TikTok. Je disais, mais c'est quoi ça, genre moi, j'avais Musical.ly à l'époque, donc voilà. Ouais. Et par contre, j'étais à fond sur Musical.ly à l'époque, mais j'ai jamais percé. Mais moi, je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler de TikTok, je pense qu'on était dans un bootcamp d'entrepreneurs et c'était un Américain qui était venu et il nous avait dit regardez TikTok, vous allez voir, ce truc va décoller, il faut que vous soyez sur TikTok. Mais c'était la première fois que j'en entendais parler. Ça a pas loupé. Et moi, c'est comme ça que j'ai percé. Je m'en souviens. En vrai, pourquoi j'ai percé ? C'est parce qu'en fait, je faisais des vidéos playback. En fait, je prenais du rap genre deep. Oui. Et je mimais les paroles, mais je vous jure que je comprenais rien. Genre, je comprenais rien du tout à ce que je disais. Et quand je regarde, je dis, mais Matt, j'ai tellement de feats dans ma vie. On dirait que je connais les paroles. Je suis là, ouais, et je comprenais rien. Et c'est comme ça que j'ai percé, parce que Ramna, je pense que les gens, ils sont en mode, wesh! Genre, elle comprend et tout, tu vois. Mais non, et puis c'était peut-être la trend du moment de faire ces challenges autour de ces sons qui étaient trop populaires. C'est ça. Et donc, voilà, tu surfes dessus et ça marche. C'est ça. Mais surtout quand on voit que... Parce que oui, j'ai l'air d'une métisse, mais en vrai, tu sais pas, est-ce que je suis arabe? Est-ce que je... tu sais pas qui je suis, tu vois. Donc, quand tu vois quelqu'un comme ça, qui parle Wolof et qui rappe, etc., tu te dis, intriguant. Mais c'est bizarre. Genre, elle vient d'où celle-là? C'est libanaise, c'est quoi? Donc, je pense que c'est ça qui a fait que... Et ensuite, je prenais 100 000 abonnés tous les mois. Tous les mois, je prenais 100 000 abonnés. Et ensuite, je me suis dit, bon, ça commence à devenir un peu sérieux, l'histoire, là. Donc, est-ce qu'on va pas faire quelque chose d'intéressant? Parce que moi, j'avais cette fibre artistique, je le savais, et je voulais proposer quelque chose de bien. Je voulais pas me limiter à juste faire des playbacks. Je trouvais pas ça intéressant. Quand on me demandait, tu fais quoi? Je disais, je sais pas, je fais des playbacks, c'était pas intéressant, quoi. Et du coup, c'est là que j'ai créé mon premier challenge. C'était Qui veut être roi? Oui. Donc, à l'époque, qui veut être? Ah oui, ça c'était... MDR. Non, mais ce challenge... C'est le challenge là où, en fait, on voyait les gens... Tu viens, tu es habillé normal. Je vais te montrer. Et en fait, tu te transformes, mais dans les tenues des rois de toutes les grandes nations africaines. Et en fait, je pense que c'est un son qui vient de la série Viking à la base. Et en fait, les pays d'Afrique l'utilisaient pour représenter leur pays, genre reine du Cameroun, reine du Congo. Et donc, on avait les autres pays qui faisaient des trucs de fou.
Et le Sénégal, mais c'était tellement moche ce qu'on faisait. J'ai dit non. Donc c'est un challenge qui existait déjà ailleurs, dans d'autres pays, et toi, tu l'as fait au Sénégal. C'est ça. Parce que moi, je me suis dit, ok, bon, comme personne ne s'est décidé à faire quelque chose de bien, moi, je vais faire pour mon pays, c'est pas grave. Et je me suis dit, on va level up. Parce que même si les autres l'ont bien fait, moi, je veux level up. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toute une équipe. J'ai pris un styliste, un maquilleur, un accessoiriste, un vidéaste, et je me suis dit, on fait une dinguerie là. C'est ça. Genre, venez, on fait un mini-film de 30 secondes et on fait des looks de fou. Je m'en souviens, on est allé au marché, on prenait des vêtements de friperie, on les déchirait, on a pris un corset, on a fait des looks de malades, mélangés à l'acting, au maquillage, avec du sang, un sabre et tout, bref. Tout moi. Vous avez joué le truc. Genre, mais vous l'avez fait à fond, quoi. Vous l'avez fait à fond. Aujourd'hui, j'assume plus parce que je me trouve ridicule sur cette vidéo. Mais non, elle est magnifique. Moi, je trouve. C'est un peu gênant. Mais à l'époque, c'était stylé. C'était stylé. Et puis, je pense qu'en fait, ça résonnait. Pourquoi, en fait, les Africains, justement, ils se sont emparés de ce challenge, mais dans tous les pays, hein, c'était incroyable. C'est justement cette revendication. C'était vraiment une revendication culturelle. C'est la meilleure de dire, en fait, ok, on va voir un roi viking, on va dire waouh, machin. Mais on a des rois zoulous, on a des rois du Bénin, le royaume Dahomey. Et ça laissait on a eu en fait des personnages historiques très très puissants, très forts. Ça. Et ça laissait aussi les créateurs de contenu africains s'exprimer dans le fashion, dans le maquillage, dans la création de tenues. Et c'était vraiment... les coiffures, j'imagine. Ouais, les coiffures de fou, des têtes, des accessoires de fou. Et c'était... franchement, artistiquement parlant, c'était magique. Et ça s'est ressenti même au travers des vues, puisque très vite, on est parti sur 10 millions de vues, 1 million de likes. Donc, j'ai gagné, je crois... bref, en 6 mois, j'avais 1 million d'abonnés sur TikTok. Donc, toi, tu as fait une vidéo avec cette équipe où vous vous êtes mis en scène avant, après, genre, sans tenue ou direct, c'est avec les tenues de roi? Direct. Ok, d'accord. Non, au début, c'est une guerrière. Ok. Une guerrière qui est là, qui demande... Oh mon Dieu, ça me gêne. Non, mais après, en fait, c'est une guerrière. Et après, à chaque fois qu'elle fait un geste, elle change, elle se transforme dans... On va regarder. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ça, et si on revient sur le sujet de l'entrepreneuriat, c'est en fait ce mindset-là de dire, OK, je me donne les moyens et puis j'y vais à fond. Et ça t'a coûté quelque chose? Tu as investi? Comment? C'est un deal? Comment tu as eu en vrai, pu monter cette équipe-là? Je pense que ça a dû me coûter peut-être 5 000 francs. Parce qu'en vrai, c'est... Attends, pause. Tout ça là, ça a coûté 5 000 francs. Bah oui, parce que j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui croyait en moi directement. Donc, quand j'ai parlé du projet au maquilleur, à l'accessoiriste, à tout le monde, c'était là chaud. On le fait ensemble. Chaud de ouf, vas-y. Et du coup, en vrai, j'ai juste acheté peut-être 2-3 tissus histoire de bricoler pour faire les axes, Mais tout le monde est venu et a mis la main à la pâte. Tout le monde est venu, a mis la... parce qu'en vrai, même en termes de reconnaissance, pour chacun, c'était une opportunité. Parce qu'après, ils ont pu l'exploiter dans leur corps de métier. C'est ça. Et c'était la représentation de leur travail. Et ils ont pu peut-être potentiellement se faire un nom dans le domaine. Mais c'est ça, c'est très intéressant de se dire, OK, on a tous à y gagner. C'est ça. Toi, tu es make-up artiste, tu vas pouvoir dire, regardez, j'ai travaillé sur ce projet. Donc, chacun se crée en fait de la valeur pour pouvoir après, se créer en fait du quelque chose pour qu'il peut valoriser ailleurs et se faire du coup de l'argent. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est intéressant à redire, c'est que souvent, les super projets, ça commence comme ça. Oui. Ça commence, chacun met son temps, son expérience, son matériel à disposition. Il n'y a pas d'argent au début. C'est ça. Et on commence, et puis à un moment donné, ça décolle. C'est ça. Et ça, c'est important aussi, je trouve, pour les jeunes générations. C'est pas grave si vous gagnez pas d'argent tout de suite. Allez-y, essayez, cherchez pas à gagner de l'argent tout de suite. C'est ça. C'est exactement ça. Parce qu'au début, on s'est grave moqué de moi. Parce que c'est vrai que c'était trop bien, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais en fait, pourquoi tu fais ça? Genre, quand on dit des fiebles pour TikTok là. Pour TikTok, qu'est-ce que
Ok. En tout cas, ce TikTok aujourd'hui me permet de gagner des millions. Mais c'est ça. Donc, merci bien. Parce que du coup, t'as fait un vrai bond en fait en termes d'audience et puis du coup tu as gagné certainement beaucoup plus de followers et comme tu dis quand on a 1000 followers pour passer à 10 000 c'est quelque chose mais quand on a commencé à avoir les 100 000 après ça augmente tous les jours, c'est exponentiel en fait. Là vraiment on a l'effet multiplicateur qui est incroyable. Exactement. Et moi la question que j'ai pour toi, c'est ça te prenait combien de temps là à partir du moment où t'as commencé à vraiment cultiver cette communauté? Ça te prenait combien de temps dans ta semaine? Moi, j'en faisais pas tout le temps des challenges. J'en faisais tous les 6 mois. Moi, je privilégiais la qualité. C'est-à-dire que je me forçais pas à faire des challenges si je le sentais pas. Mais en attendant, tu animais quand même tes comptes ou... J'animais, je faisais comme avant. Et ça te prenait combien de temps? Ça me prenait pas de temps. C'est spontané, on va dire. Moi, j'ai jamais forcé. C'était vraiment des vidéos simples, spontanées. Si je suis avec un ami, tac, je pose ma caméra. C'est tout. C'est tout. Et donc, là, on comprend que c'est un tournant. Et qu'est-ce que, du coup, ça crée ensuite dans ta carrière de créatrice de contenu? Et ça t'amène vers quoi? Ça m'a propulsée parce que j'ai acquis beaucoup de crédibilité. C'est-à-dire que je suis passée de juste influenceuse à créatrice de contenu. Donc ça attire les marques. Les marques, elles ont envie de s'associer à ton image parce que tu fais des millions de vues, parce que tu propages un vrai message. Je représentais vraiment le Sénégal. J'allais dans les autres pays, le Mali, le Cameroun pour représenter le Sénégal. C'est-à-dire que je m'en souviens, il y avait Marichi pour le Mali, Djada Bouli pour le Cameroun, Mimich pour la Guinée. On était un groupe de femmes qui représentaient leur pays. Donc c'était un truc de fou. À l'époque, j'étais la plus suivie sur TikTok du pays. Donc j'étais super crédible. J'ai eu beaucoup de contrats après ça. Et tout s'en est suivi, quoi. Ouais, c'est ça. Et peux-tu nous parler peut-être de ton premier contrat? C'est toujours intéressant de savoir parce que là, du coup, on passe à une autre forme, en fait, de cette activité où on est payé pour faire quelque chose, en tout cas, en partenariat. Donc, il y a une relation avec un partenaire. C'est ça. Il y a en fait des livrables, il y a beaucoup de choses, il y a de la négociation. Comment ça se passe cette première Moi, franchement, j'ai évolué. Moi, avant, tu me donnais 20 000, j'étais contente. Avant, non, mais un jour, je me souviens, j'ai fait un shooting pour des t-shirts, on m'a donné 20 000, j'étais là, my business there. Alors que MDR. Alors que pas du tout, en fait. Donc, au début, c'était des petites sommes symboliques, j'étais contente. Moi, vraiment, j'ai payé mes études toute seule, donc c'était vraiment, moi, je gagnais rien avant, j'avais 50 000 francs par mois pour vivre. Donc, c'était pas facile, donc quand tu me donnais 20 000, j'étais très contente. C'était 40% de tes revenus. Je te jure. Et du coup, après ça, je m'en souviens, le premier contrat, et je croyais vraiment que j'avais dead ça, c'était Wave. Je m'en souviens, ils m'ont demandé de faire une vidéo TikTok et ils m'avaient payé 90 000 francs. Ah oui. Alors là, je peux vous dire que je me sentais plus. J'étais là, oh là là. Moi, on me paye en fait. On va dire... Moi, une vidéo, on me paye ça, tu veux quoi, toi? Genre, oh mon Dieu. Et en vrai, j'étais fière de moi. Merci Wave alors. Merci Wave. Oui. C'est le premier cachet, on va dire, où voilà, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un vrai bail. C'est ça. Et après, j'ai fait plein de collabs. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue d'augmenter mes prix. Bah oui, c'est ça. Parce que ce qu'on comprend aussi dans ce métier, c'est comme dans le mannequinat, l'acting et tout ça, il y a une cote. Et cette cote aussi, on l'entretient, on la développe, Exactement. On va monter en fait en puissance par rapport à la qualité des choses qu'on va faire, par rapport à la proposition qu'on a en termes d'audience, etc. Et donc cette cote, elle évolue. Ça évolue. Est-ce qu'on peut avoir la cote du jour? Aïe, moi, mon côté spontané aurait envie de répondre, mais de toute façon, tout ce que je dis, ça crée débat dans cette vie. Donc, vous connaissez l'expression donc, c'est que je suis tout le temps dans la sauce, donc on va pas en parler. En tout cas, je gagne bien. Tu gagnes bien. Tu es à l'aise. Très à l'aise. Alhamdoulilah. Alors, donc, c'est intéressant de voir cette évolution dans l'influence, mais c'est encore plus intéressant de voir comment, effectivement, tu bascules ça pour rentrer dans une autre forme d'entrepreneuriat. Est-ce que tu nous en parles? Je peux en parler. Alors,
Le premier projet que j'ai eu, c'était My Type. C'était une marque avec une amie que j'avais de prêt-à-porter. On faisait venir des vêtements de Turquie à l'époque. Et bon, c'était un flop. Mais c'était une bonne expérience. En vrai, on vendait bien. On n'avait juste pas assez de stratégie, etc. C'était un bon projet. Je pense qu'on était juste pas Donc prête. là, vous fabriquiez pas. Non, là, on fabriquait pas. Vous importiez des vêtements et vous les revendez. Ouais. Et qu'est-ce qui, à ton avis, a fait que ça a fait un flop? En fait, ce qui a fait qu'on a fait un flop, c'est qu'on n'a pas su... En fait, on vendait des vêtements quand même assez chers. Okay. C'était genre 40 000 francs, etc. Et bon, quand... 40 000 francs, c'était cher? Bon, c'était 40 000 francs pour des trucs basiques, quoi. Donc, ça pourrait aller jusqu'à 80 000 francs. Donc, oui, moi, je trouvais ça cher quand même. Ouais. Par rapport peut-être à ton public? C'est ça, par rapport à mon public et pour du prêt-à-porter. Donc, c'est pas de la création. Moi, je trouve que c'est un peu cher, quoi. Et en fait, je pense qu'en soi, en vrai, on pouvait le vendre, mais il fallait un argument de vente. Okay. Et à l'époque, on était quand même vus comme des jeunes filles. Et les jeunes filles, en général, n'ont pas ce budget-là à mettre dans un vêtement. Et on voulait vraiment faire les grandes dames, chic et tout. On avait des modèles, mais je pense qu'on aurait dû plus développer l'argumentaire. En vrai, si on avait vraiment travaillé notre stratégie, on aurait pu le faire. Mais c'était un rebranding à faire autour. Leur faire comprendre pourquoi c'est cher, parce que ça vient de Turquie, c'est de la qualité, on l'achetait cher aussi, et voilà. Mais je pense que adapté à notre cible, on aurait dû faire quand même autre chose. C'est ça. Ouais. De toute façon, c'est des apprentissages. Alors, ce qui est intéressant, moi je me pose souvent la question, à quel moment on se dit, il faut arrêter? Oui. Parce que des fois on vivote, mais on reste longtemps. Mais à quel moment on se dit, non, là, en fait, il faut arrêter? Parce que, c'est intéressant parce que ça résonne aussi sur nos parcours. Oui. On a eu des expériences qu'on a dû arrêter et prendre la décision d'arrêter. C'est ça. Et à quel moment vous vous dites non, on arrête? Alors, c'était à quel moment? Bon, déjà, mon associée, c'est toujours mon amie aujourd'hui, peut-être qu'elle verra ça. Elle était, comment dire? Je pense qu'elle n'est pas faite pour être entrepreneur. Voilà, je lui ai dit hier. Ça arrive et c'est OK. Voilà, et c'est OK. Elle est magnifique, c'est une mannequin sur pattes, elle vend très bien le vêtement, mais c'est tout. Genre, le reste là, c'était plus... Dans ce monde, on est tous différents pour être complémentaires. Chacun apporte quelque chose. Exactement. Donc, j'avais un peu du mal à m'y faire parce que je me disais que oui, moi, enfin, je la saoulais un peu, quoi, parce que moi, je suis folle, que, genre, travaille, venez, on fait ça, venez. Et c'est là, mais t'es chiante, tu vois. Et donc, quand on s'est rendu compte que oui, non, ça va pas pouvoir continuer. Au-delà de ça, on n'est pas fait pour travailler ensemble. On est très, très bonnes amies, mais on n'est pas fait pour travailler ensemble. Et c'est OK. On a parlé. Et comme des grandes filles, on s'est dit, bon, c'est mieux qu'on arrête. Pardon, c'est mieux, on arrête. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Il faut arrêter tout ce carnage-là parce que c'est pas possible. Et donc, on a arrêté. Vous avez arrêté. Et ça, c'est hyper important de savoir à quel moment il faut s'arrêter. C'est important, ouais. Et donc, stop. Et là, en combien de temps tu t'es remis, toi, à créer ton autre marque? Alors, mon autre marque, je pense en 1 an et demi. OK. Alors, à la base, j'avais pas forcément prévu ça. Je m'étais surtout concentrée sur l'influence parce que je trouve ça en soi, c'est de l'entrepreneuriat aussi. J'étais focus, j'avais des bons contrats, etc. Je me suis dit, bon, t'es jeune, en vrai, te mets pas trop de pression. Tout vient t'apprend à qui c'est t'attendre, donc tu verras ton projet. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai eu mon projet. J'ai adopté un style beaucoup plus modeste avec le temps. Donc c'est vrai que ça intriguait les gens. Tout le monde me demandait les références de mes abayas, de mes voiles, etc. Et je voyais qu'il y avait vraiment un marché. Je me suis dit, OK. Je commençais à porter beaucoup de jilbab à l'époque et on me demandait tout le temps... Ils viennent d'où tes jilbabs, J'ai dit, c'est l'argent. Ça, c'est l'argent, il faut se faire de l'argent. Ouais. Du coup, en fait, j'ai commencé, la personne qui me vendait mes jilbabs, je lui ai dit, vends-moi en gros. Vends-moi en gros et je vais essayer. Je commençais par 2-3 jilbabs, en vrai. C'est comme ça que j'ai commencé. Et direct, les gens achetaient. J'ai commencé 2, 3, 50, 100, Donc, ils achetaient 200. où? Ils achetaient, du coup, sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux.
Il t'envoie un message. J'avais un numéro commercial que je m'étais créé. Okay. Et je faisais genre, j'avais une assistante alors que c'est moi. Je faisais grave genre. Oui, mon assistante va vous répondre. Oui, mais parce qu'après, les gens, ils t'appellent pas pour acheter, ils t'appellent pour parler avec toi. Ils te demandent, je vends là. Donc, je faisais genre, c'était l'assistante et j'ai commencé à vendre. Donc, je me suis dit, OK, l'étude de marché est faite, il y a un besoin. Là, il faut développer. Et en fait, quand je faisais des allers-retours en France, j'ai très vite rencontré des fournisseurs. Okay. Et je voyais, j'ai commencé à acheter des vêtements en France directement que je faisais venir à Dakar. Et là, j'ai vraiment commencé à faire une ramasse tour. J'ai ouvert un site, etc. Première collection sold out en 1 heure ou 2 heures de temps. What? Carrément. Ouais. Première collection, tout était fini vite fait. Après, j'avais teasé et tout, mais je m'y attendais pas aussi rapidement, parce que en vrai, j'avais fait des prix abordables et je rapportais un peu de nouveautés parce que la plupart des marques ici créent, ils ont leur atelier, donc j'avais certains matériaux auxquels ils n'avaient pas accès, des modèles assez tendance, etc. Et donc direct, ça créait cet effet de rareté et de nouveauté. Et évidemment qu'avec l'influence et la communauté, les gens ont direct accroché. 2 mois plus tard, la boutique qui était collée à chez moi se libère. Ah oui. Donc j'ai dit ok. Alignement des planètes. C'est un signe. Et j'ai dit vas-y, je prends. Sauf que j'avais pas trop d'argent en fait pour faire une boutique, parce qu'on ne dirait pas ma boutique elle est rikiki, mais ça m'a coûté genre 5 millions je crois. Et pourtant elle est vraiment rikiki. Hein. Mais les travaux etc ça coûtait de l'argent. J'ai demandé à ma mère par-ci, mon oncle par-là. En tout cas j'ai tout fait pour réunir assez d'argent. Et on a ouvert la boutique et pareil succès. Dès le premier jour. Dès le premier jour, succès, tout le monde a acheté, même mes amies influenceuses, elles ont grave acheté, enfin tout le monde m'a donné beaucoup de force. Et donc j'ai continué à faire venir, etc. Sauf qu'en fait à long terme, je trouvais que le GP c'était super cher de faire venir par GP, faire venir aussi par cargo. En termes de finances, c'est compliqué parce que tu dois attendre 4 semaines avant que le truc arrive. Ouais, c'est long. C'est 4 semaines si tout va bien. Ouais, si tout va bien. Et comme tu dis, on est dans un business qui est quand même fast et collé un peu à ton influence. Donc, c'est le moment. Exactement, c'était genre le moment. C'est le moment, et je les gens profiter achètent, de cette occasion-là. C'est ça. Et, mais bon, éthiquement parlant même, je trouvais ça pas ouf. Enfin, je sais pas, j'étais pas satisfaite de mon business model. J'étais là, franchement, t'as 1000 tailleurs au Sénégal, toi tu vas faire ça en France. Genre, pourquoi vraiment, bon, ça t'a permis d'aller vite, de tester rapidement. Mais là, du coup, t'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'autre chose. J'avais aussi envie d'amoindrir mes coûts parce que c'était cher. Quand même, acheter en France. Voilà. Et j'imagine tu commençais à avoir une petite équipe à payer autour de toi. Oui, j'avais 2 vendeuses. Bon, en vrai, ça va. J'avais 2 vendeuses. Bon, non, ça va pas. J'avais 2 vendeuses, un financier, une gérante et community manager. Et ça, c'est aussi intéressant parce que quand on commence tout seul ou tu fais toi-même ton assistante, etc., on met pas des grosses marges et on se rend pas compte parce qu'en fait, on n'a pas de charge. C'est ça. Mais dès que tu as une équipe, que tu as un lieu, que tu payes l'électricité, l'internet, et en fait, il faut décupler les ventes parce et augmenter les marges. C'est ça. Exactement. Et c'est compliqué d'augmenter les marges quand tu as une certaine confiance de ta communauté qui sont là, de toute façon, elle vend pas cher, etc. Ah ouais. Le changement de prix, c'est toujours très délicat. Ah oui, vraiment, les gens, ils sont en mode, allez, elle est influenceuse, elle prend pour qui, tu vois. Non, mais de manière générale, tout business confondu, un positionnement prix pour le changer, c'est très compliqué. C'est des fois même pour des marques créer des sous-marques. C'est ça. Ou des filiales où on va dire, OK, c'est la marque premium, etc. Mais rester dans la même marque, changer ses prix, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Et en vrai, malgré tout ça, mon vrai combat, c'était de vendre pas cher. En vrai, c'est vraiment un combat. Parce que je trouve que la modestie, elle doit être accessible à tout le monde. Moi, j'ai toujours été modeste depuis que je suis une jeune femme. Et je trouve que c'était inaccessible, trop cher pour ce que c'était, etc. Et moi, j'aime bien faire des bonnes affaires. Moi, je suis tout le temps là à chercher des soldes, etc. Et je trouve que les influenceuses, quand elles créent des marques, en général, elles font des marques super chères. Et j'avais envie de garder cette proximité-là avec ma communauté et de garder des prix bas parce que je me fais plaisir. En même temps, je leur fais plaisir au travers de ce projet-là. Et donc, j'ai commencé à trouver des fournisseurs
des ateliers directement ici au Sénégal. Avec qui ça s'est super mal passé. Ça. Et je sais qu'elles ont fait de leur mieux. Je vous fais des gros bisous si vous passez par là. Je sais que on s'est embrouillé de ouf, mais ça arrive. Ça arrive mais c'est dur. Malgré leur volonté. Les tailleurs sont pas toujours sérieux, malheureusement. Les finitions, j'aimais pas. On passe d'un business model assez industrialisé à du fait main où il y a énormément de défauts. Mes clientes commencent à me le reprocher. Oui, ta qualité, c'est plus comme avant, etc. Donc, j'étais en mode, mais quoi? Alors, je suis éthique, je suis pas éthique, je fais quoi, en fait? Genre, je comprends pas. Ben, du coup, je me suis dit, c'est quoi? Allez, on va ouvrir son propre atelier. Voilà. C'est marrant parce qu'on a la même expérience, nous, chez Happy Afrique. Au début, on s'est dit, on va faire travailler des ateliers existants. Au début, on voulait même travailler avec une école de couture. On se disait comme ça, eux, ça leur fait aussi un business model. Je me rappelle de ça, là-bas, à Niani. À Warang. Warang, ouais. Et en fait, je traversais à chaque fois avec mes rouleaux, etc. Et en fait, on avait les mêmes problèmes. C'est qu'on n'avait pas les finitions qu'on voulait. Quand on voulait faire évoluer les produits, eux, ça les arrangeait pas parce que ça les ralentissait dans le travail. Et comme ils étaient payés à la pièce, ça les arrangeait pas. Mais nous, on voulait être au plus près de nos consommateurs. Et donc, quand on voyait qu'il y avait des évolutions à faire, fallait le faire. On avait du mal à contrôler les matières premières. Et c'est pareil, un jour, j'ai dit à mon mari, tu sais quoi? Il faut qu'on ouvre notre propre atelier. C'est ça. Et là, c'est une autre aventure. On pense qu'on est sorti. On pense qu'on est sorti de la galère en ouvrant son atelier, mais non. Non. Pas du tout, parce que tu vas faire face à plein de choses. Et puis, c'est un tout autre terrain. Il va falloir commencer à acheter tes tissus, connaître les prix. Moi, c'est que récemment que j'ai compris que pendant des mois, j'achetais beaucoup trop cher mes tissus. Oui. Enfin, je les ai achetés vraiment beaucoup trop cher, limite le double du prix. Et mais après, moi, je suis contente de cette expérience. Ça m'a appris plein de choses. J'ai vraiment évolué et c'est ma plus belle réussite dans cette aventure, parce que on est vraiment parti d'un point A à un point où parce que ça fait que 1 an et demi, quoi. Donc on a fait plein de choses. On a créé de l'emploi surtout. On a des tailleurs femmes aussi, donc ça c'est cool. Et voilà, même si des fois on est un peu en conflit, j'avoue. Mais là justement, on avait compris que tu avais 3-4 personnes. Tu es à combien maintenant? Non. Oula. Non, au début, tu étais... Oui. Là, on est en emploi direct peut-être entre 25 et 30 personnes. 25 emplois directs. Et là, c'est dans la partie vêtements, la marque de vêtements, ou c'est tout confondu? Comment ça? Non, vêtements. Parce que sur le côté influence, t'as pas d'équipe. J'ai une community manager, on va dire, mais non, sinon, il n'y a que moi. Avant, j'avais des mannequins, mais je les considère pas comme des employés vu que c'était des prestataires ponctuels. Donc non, dans la partie création de contenu. Ah oui. Ah non, moi je parle que de Fine Ramasse Tour. Oui, mais là, du coup, pour avoir une idée des 2 équipes que tu as gérées. Non, moi, en tant que moi, à une époque, j'avais une assistante. Là, j'ai arrêté parce que j'ai compris que je pouvais gérer. Sinon, j'ai mon agent, j'ai mon vidéaste, et voilà. Après, mon agent, il a son assistante aussi. C'est ça l'équipe. Et avant, j'avais mon assistante, j'avais une directrice artistique, mais j'ai compris que des fois, il faut savoir faire les choses par soi-même, ça coûte moins cher et on fait bien les choses. Ouais, c'est ça. Donc l'équipe influence, elle est réduite. Elle est réduite, oui, parce qu'en soi, c'est juste de la négociation de contrat. C'est surtout mon vidéaste et mon agent qui sont indispensables parce qu'ils me suivent de partout. Malik, du coup mon vidéaste, on est tout le temps, on fait toutes les vidéos ensemble, et lui par contre on est passé en salarié parce que du coup le payer à la vidéo ça m'arrangeait plus forcément parce que j'ai tout le temps besoin de lui. Et mon agent, il négocie tous mes contrats. Et comme ça te simplifie la vie. Toi, tu te concentres sur la création de contenu. Et on le salue au passage. Il a été très, très, très gentil. Il nous a dit beaucoup de mots très gentils te concernant. On a vraiment senti que c'était quelqu'un qui était c'est plus qu'un agent. Ami. Voilà. Non, c'est plus qu'un agent. C'est un grand frère. C'est mon pilier. Je dis tout le temps, c'est mon mahram. Parce qu'il me prend comme ça, genre, il me prend vraiment comme sa petite sœur. Et d'ailleurs, à partir de quel moment t'as pris un agent? Alors, très très tôt, hein, quand même. J'ai quand même vite eu des agents, moi. J'ai changé plusieurs fois, par contre.
C'est eux qui t'ont démarché ou c'est toi qui as cherché? Des fois, c'était des amis qui m'aidaient. Après, je leur dis, vas-y, viens, sois mon agent. Parce qu'au début, je comprenais pas trop. J'avais besoin de quelqu'un, d'une figure masculine, parce que j'ai fait face à beaucoup de discrimination. Hein. Quand on est une femme dans ce milieu, négocier des contrats, etc., c'est pas facile. Aller toute seule à des rendez-vous, c'est super risqué. Faut jamais aller toute seule. Voilà, les filles. N'allez pas toute seule à vos rendez-vous. Ouais. Il y a des détraqués, détraqués sexuels. Ouais. Oui. Parce que franchement, avec du recul, on a déjà failli me violer, très clairement, alors que j'étais juste partie en rendez-vous professionnel, négocier un contrat toute seule. Donc, c'était avant tout pour me protéger. Avoir un homme à mes côtés, tu vois. On peut pas se permettre certaines choses avec toi parce qu'on est quand même vu comme des objets en tant que femme et c'est super risqué. Après, pas avec des grandes entreprises, mais malheureusement, les gens pensent que... Enfin, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut passer par la trappe pour avoir certains contrats, alors que pas du tout. Il faut savoir se faire respecter et... voilà, on peut avoir de très bons contrats en étant une femme, mais vraiment, soyez accompagnés de personnes qui vont pas laisser certaines choses passer. Donc, très vite, oui, j'ai été accompagnée. Okay. Après, je suis passée par une agence d'influenceurs qui était Réflexe Sénégal. Réflexe, ouais, avec qui je m'entends toujours. C'est mes grands frères. Ah c'est une crème. Ouais, c'est une crème. Omar et Rassoul, c'est mes grands frères. Je les aime trop. Ils m'ont beaucoup aidé dès le début. C'est eux qui m'ont vraiment propulsée aussi. Après, c'est vrai que c'est une agence d'influenceurs. Moi, je me sentais mieux en indépendante où j'ai un agent qui est focus sur moi et seulement moi. Toi, on sent que le côté indépendant, il est très important chez toi. Hein. T'as envie de décider toute seule. T'as une idée précise de ce que tu as envie de faire. C'est ça. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu parce veux. que je veux pas ralentir aussi les gens avec... parce que je suis quelqu'un... je pense que ceux qui me suivent savent, je change tout le temps d'avis. C'est très dur de suivre le rythme avec moi. Je sais pas si c'est mon caractère, je sais pas. Mais je change de DA tous les jours. Je change. En fait, tu essayes. T'es une défricheuse et on sait que dans la vie, il y a différents types de personnalités et encore une fois, c'est ok, c'est très bien. C'est ça. Mais quand on a ce tempérament de défricheuse, moi, je suis un petit peu comme ça. Et parfois, mes équipes, ils me disent, mais ta tête, c'est une cocotte minute, Marina n'arrive pas à te suivre. Mais moi, je dors, je réfléchis. C'est ça. Je dors, je me dis, bon, au moins, là, je vais me reposer, mais comme ça, je vais vous dire un truc tout bête, hein. Hier soir, je savais pas comment m'habiller pour aujourd'hui et je savais que pendant la nuit, j'allais trouver mon outfit parce que je savais que mon cerveau allait trouver le outfit pendant que je dors. Donc dormir, c'est important. Dormir, c'est important et il faut pas faire comme... C'est horrible. Moi, les idées, c'est dans la douche. Mais c'est vrai que parfois, quand on sous-traite du travail à des prestataires extérieurs, pour eux, c'est pas facile à suivre parce que s'ils sont pas avec nous au quotidien, ils n'arrivent pas à suivre. C'est ça. Toi, tu continues tout le temps à réfléchir. Tu les revois. T'as fait une réunion avec eux, vous avez décidé quelque chose. Et tu changes tout. Mais 3 jours plus tard, tu dis en fait, on veut pas faire ça. C'est ça. Et ils te disent, mais attends, t'avais dit ça. Oui, je sais, je l'avais dit. Ils pètent un plomb. Hein. Moi, mon équipe, ils pètent un plomb. J'imagine. Ils pètent un plomb. Et là, quand on est à une équipe de 30, quand on revient à la marque de vêtements. Oui, non, mais eux, de toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Mais... non, mais après, eux, ça va. Je suis comme, non, en vrai, ça va pas. Ça va. Non, tu vois. Et c'est toi, enfin, je veux quand même rester sur ça parce que c'est vraiment l'élément souvent critique dans les entreprises, c'est la ressource humaine. Oui. Et quand on commence à grossir, petit problème, grand problème. C'est ça, surtout que j'ai toujours voulu avoir beaucoup de proximité avec mes employés. J'ai compris avec le temps que c'était pas forcément la meilleure des choses. Et c'est un deuil à faire, hein, parce que... Tu sais, moi, être une patronne chiante, méchante et tout ça, j'ai jamais voulu l'être. Malheureusement, il y a des gens, il y a que comme ça que ça marche. Et j'en ai pleuré, hein. Moi, ça m'a fait vraiment mal, hein, mais... Moi aussi, hein, j'ai pleuré beaucoup de fois. C'est ça. La confiance que tu as en une personne, après, elle te trahit et tout. Enfin, et en fait, c'est des visions différentes. Ils ont pas forcément la même vision que toi. Exactement. Et que du coup, ça crée des incompréhensions. C'est ça. Moi, j'ai dû finalement reculer de l'opérationnel, de la partie fabrication. Ah oui, maintenant, c'est mon mari qui va plus gérer les équipes au quotidien. Parce qu'effectivement, moi aussi, j'y allais vraiment avec mon cœur. C'est ça. Et avec mes idées tous les jours. Et en fait, je me rendais compte que parfois, je ralentissais la machine avec mes idées. Parfois, on n'est pas forcément... On est le moteur, mais le moteur, il s'arrête aussi des fois. Oui, non, mais le moteur, il s'arrête. Il a besoin d'être un peu de maintenance, un peu d'huile. Un peu de machin.
moi, je voulais dire, du coup, moi, j'ai fait cette expérience dans mon équipe et à partir d'un certain moment, j'ai su qu'il fallait que je recule un peu de l'opérationnel et que je me concentre sur différents types de projets. Et toi, Seynabou, toi, tu as essayé de pas avoir une grande équipe du tout. J'ai eu les deux, c'est-à-dire qu'au départ, il y a quelques années, on était pareil, enfin, grosse équipe et tout ça. Et sorti de là, moi, le traumatisme que j'ai gardé de ça, c'est quand il a fallu fermer la boîte. Ouais. De devoir se séparer d'autant de personnes. Ça, c'est compliqué. Ouais. Et aussi, j'ai un style de management assez de proximité. Ouais. Voilà. Et j'ai une façon de travailler qui est un mindset aussi différent. On en parlait au début en disant que voilà, il faut faire les choses, c'est un peu l'esprit Yaifal, Baifal. Et quand tu n'as pas cet esprit-là, ça ne matche pas pour moi. Et du coup, ça me met trop de critères. Et moi, c'est volontaire de rester en petite équipe. De rester en petite équipe et du coup, de manière satellite, d'aller chercher des expertises, des besoins ponctuellement pour renforcer. Mais l'équipe permanente, elle est microscopique. Et donc, c'est important que chacun trouve son modèle. Il y a des gens qui sont très à l'aise dans le management de grandes équipes et on nous vend un peu ce modèle de il faut grossir pour réussir et pour avancer dans ton business et pas forcément. Oui, c'est un modèle. Mais il y a aussi un modèle où on peut rester assez petit parce que c'est là-dedans qu'on est confortable et que peut-être aussi ça donne de l'agilité et ça donne de la flexibilité. Vous, dans votre équipe, vous êtes méga flexible. Moi, pour bouger mon équipe de Happy Afrique, c'est pas pareil. Je demande autre chose. On va au Japon demain. Oui. Non, mais c'est ça. Mais après, ça dépend du business model. Je veux dire, par exemple, en tant que créatrice de contenu influenceuse, je peux me permettre d'avoir une petite équipe. Voilà. Et j'ai essayé de l'agrandir. J'ai compris que ça ne servait pas à grand-chose. Pareil, je cherche de l'expertise ponctuelle si besoin. Mais Faina Ramastour, quand il faut un nouveau tailleur, ou on est obligé. Ah bah oui, là, pour grandir une marque, voilà. Mais effectivement, c'est important de voir ce qui nous convient à nous et de savoir aussi parfois à quel moment... du coup, on doit step out. Au début, on fait tout seul. Comme tu dis, tu fais ta propre assistante, tu fais tout. C'est ça. Et après, il y a un moment donné où des fois, tu prends trop de gens, après tu recules. Ça demande un ajustement. C'est ce qui m'est arrivé, Et de manière globale, maintenant que quand même tu as assise une activité dans ce secteur de la confection, qui est quand même un secteur très populaire au Sénégal, comment tu vois ton positionnement dans ce marché et puis comment tu analyses ce secteur? C'est quoi les challenges du secteur de la confection? Alors moi, je vois mon positionnement, j'ai pas envie d'être narcissique, mais franchement, on est très 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 bien positionné en 1 an et demi parce qu'on a compris, et c'est récemment que j'ai capté que vendre pas cher au Sénégal, c'est top en fait. Parce qu'en fait, on n'a pas assez de boutiques qui proposent ce prêt-à-porter, qui changent de modèle assez souvent, à de bons prix, qui proposent de jolies choses. Et on a réussi à conquérir le cœur de beaucoup de personnes grâce à ça. Après, c'est pas facile. En gros, c'est soit tu vas avoir une clientèle beaucoup plus privée et tu vas vendre des trucs plus chers parce que tu vas faire de la création, tes tissus vont être super chers. C'est normal en fait de donner un certain prix et moi je suis tout autant cliente de ce genre de business model que de mon genre de business model parce que des fois on peut penser souvent on m'a dit oui mais si tu vends moins cher les gens vont penser c'est pas la qualité etc. Pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui se garent devant ma boutique en Maybach et qui achètent des robes à 10 000 francs. Attention, Non, mais qui achètent des robes à 10 000 francs. Non, mais parce que ce qui est aussi intéressant dans le marché sénégalais, c'est qu'on est dans un marché où vraiment le réachat dans les vêtements, il est très très fort. Mais le taux de réachat. C'est ça. Et puis changer de vêtements tout le temps. Regarde, juste la récurrence du vendredi. C'est ça.
C'est pour ça que moi, quand on me dit de faire des collections Tabaski, etc., j'ai compris que c'est pas pour moi. Je fais pas. Je fais pas de bazin, des trucs comme ça, parce que je suis pas dans la haute couture. Je suis dans peut-être les tenues Lacriap, etc. Simple. J'ai capté c'était quoi, en fait. J'adore. Ouais, vraiment. Par exemple, ce genre de modèles, c'est des modèles simples, pas chers, pour la vie de tous les jours, qu'on peut porter à l'aise, pratique. Mais c'est pas pour autant que je lésine sur la qualité, c'est pas pour autant que je lésine sur les détails, parce que justement, je veux pas dire, ah, ok, j'ai reçu une robe de 10 000 francs, mais regarde, c'est pourri. Non. Moi, la robe est blanche, le surfilage sera blanc. La robe est rose, le surfilage sera rose. Je rigole. Non, je rigole pas du tout avec ça. Et même par rapport au service client, qui n'est pas content, moi je le rembourse, il n'y a pas de souci, je lui change son modèle. Enfin, je tiens vraiment à ce que la cliente soit satisfaite, parce que c'est pas juste une question de mais c'est pas cher, je sais pas quoi. Non, je veux que la personne soit satisfaite, qu'elle puisse revenir et lui proposer une variété de produits vraiment différentes, qu'elle puisse acheter tout le temps, en fait. Tout au long du mois, on va te proposer des nouveautés. Et qu'elle soit pas freinée par le prix. Qu'elle soit pas freinée par le prix, et surtout qu'elle puisse adopter la modestie, parce que souvent on me dit oui, mais ta marque c'est que pour les voilés, mais pas du tout. La marque c'est pour tout le monde. Tout le monde peut adopter. C'est pas parce que c'est simple que c'est pour les voilés. Mais on peut mettre la même tenue avec ou sans voile. Je veux dire, c'est ça. Mais les gens des fois ils sont un peu fermés, ils se disent elle met le hijab, donc elle peut. Moi je vais pas porter ça dans mon modèle, alors qu'ils se rendent pas compte que pas du tout en fait. Totalement. Et du coup, on comprend que ton positionnement, il est clair et que tu l'exploites justement à fond. Quel est, justement, les enjeux que tu vois dans ton activité? C'est quoi qui est compliqué à maintenir? Alors, le plus compliqué, c'est le rythme. C'est une grosse production. C'est tout le temps. Quand tu dis une grosse production, c'est combien de pièces, par exemple? Tu fais ce que tu portes, en fait, comme modèle. C'est le modèle du moment. Tu le produis en combien de pièces? Ça dépend. Moi, franchement, j'y vais au feeling. En général, j'ai un bon flair. Je sais si une tenue va marcher ou pas. Donc, si, par exemple, je sais que la tenue va marcher, je dis, OK, les filles, vous en faites 200. Après, si on doit restocker, on restockera. Après, évidemment, il y a des problèmes dans le marché. Le tissu, t'es pas sûr de le retrouver, etc. Donc ça, des fois, ça pose problème. Mais comme on a une très bonne relation avec nos fournisseurs, on peut se permettre parfois de leur dire de nous réserver le tissu, etc. pour qu'on puisse restocker, etc. Donc, en vrai, ça dépend. Il y a des tenues qu'on stocke 10, 15 fois. Il y a des tenues qu'on stocke 500, 1000 fois. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Et vous faites à peu près combien de pièces par mois? T'as une idée? Par mois, en fait, ça dépend parce qu'on change souvent d'équipe. Et depuis lors, c'est grave tard, en fait. Parce que, comment dire, par exemple, on sous-traitait des ateliers avec lesquels on a arrêté par rapport à certains problèmes, soit de qualité, etc. Là, on est en train de par exemple, pendant le Ramadan, on va produire des milliers de pièces parce qu'on sait que c'est notre mois. Dans des mois plus grands, on va produire moins de pièces. T'as des mois où t'as certaines pièces, par exemple, là, actuellement, je réfléchis à produire une partie de ma collection en Chine, mais que pour des modèles précis, c'est-à-dire le burkini et la tenue de sport, où ça nécessite certains matériaux que je ne trouve pas sur le marché, où ça nécessite certains détails, etc. Et certaines machines aussi, parce que ces matériaux-là, c'est certaines machines qui peuvent les coudre. C'est ça. Et les couper. Les matières très élastiques. C'est très difficile à couper. C'est ça. Donc, ça varie, en fait. Mais en tout cas, c'est des milliers de pièces par mois. Et t'as un chef d'atelier ou c'est toi qui... J'ai un chef d'atelier, j'ai une assistante atelier. En gros, il y a les tailleurs qui sont gérés par la chef et l'assistante. Maintenant, ma gérante de la boutique, elle alterne entre l'atelier et la boutique pour superviser la chef atelier et faire le lien direct avec les besoins de la boutique. C'est ça. Et c'est ce que je vois qui est intéressant par rapport à Marina et ce qu'ils font à AP Afrique, c'est que j'ai vu justement cette organisation se mettre en place parce qu'en fait,
Marina, elle a démarré, c'est très similaire. Hein? Ouais, tu as démarré en vendant des produits que tu achetais, que tu revendais. Après, tu as commencé à les fabriquer. C'est ça. Mais quand on commence à fabriquer, on se rend compte, en fait, c'est un métier. Il y a des gens qui font des écoles d'ingénieurs pour, en fait, être ingénieurs comment dire, dans des ateliers de confection. C'est ça. Et ça, tu découvres ce métier-là, comment on organise un atelier, où est-ce qu'on met la table de coupe. C'est le plus difficile du business. Ça s'appelle, moi, je regardais des vidéos YouTube d'ateliers de fabrication en Chine. Oui. Et j'essayais de comprendre comment ils font. Après, essayer de choper le nom des machines. Après, tu les trouves en anglais. Après, tu essaies de trouver comment ça se dit en français. Et après, tu essaies de voir où est-ce que tu peux les trouver. Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas, en fait. C'est ça. Et le pire, c'est de trouver la personne qui va avoir ce rôle-là. Bisous à toi, Maya, si tu passes par là. C'est un métier super compliqué parce que gérer des tailleurs... Aïe. Maya, tu souffres Moi, ça, tu souffres à ma place. Moi, je suis pas dedans. Non, mais il faut savoir gérer les états d'âme. Si des fois, ils en font qu'à leur tête, etc. Et me faire les rapports directement. Faut savoir gérer la production. Est-ce que les coupes sont bien? Moi, s'il y a un truc qui va pas, c'est Maya qui prend. C'est personne d'autre. Moi, je parle presque pas avec les tailleurs maintenant. Donc, c'est elle qui prend tout sur son dos. Et c'est un métier super compliqué parce que tout doit être parfait. Et ici, avec la fierté aussi, il faut faire attention comment on parle aux gens. Ah oui. Il y a aussi, nous, on a des techniciens hommes qui acceptent pas que la responsable de l'atelier lui donne des ordres parce qu'il n'accepte pas de recevoir des ordres d'une femme. Alors, des fois, c'est... récemment, j'ai un tailleur qui travaillait pas bien le tissu, donc je lui ai proposé de passer en repassage parce qu'il voulait absolument travailler. J'ai dit bon ok, là je peux pas te donner mes tissus, tu les abîmes, donc tu peux passer au repassage. Il a dit non, c'est un métier de femme. Ouais. J'ai dit mais tu veux du travail, non? J'ai dit bah à part alors. C'est ça. Et c'est très intéressant parce que du coup tu trouves ton organisation qui s'adapte en fait à ton modèle de production et tu apprends comment en fait à faire ça. Est-ce que tu parles à d'autres personnes qui ont des ateliers? Est-ce que tu fais comme Marina, tu regardes sur YouTube? Comment tu apprends à faire ça? Moi j'hésite pas à parler aux personnes qui ont des ateliers. Je sais pas si vous connaissez Misto. Oui. Misto, c'est une amie à moi, et tout. C'est une grande sœur à moi. À la base, on se connaissait juste des réseaux sociaux. Un jour, je l'ai appelée, j'ai dit, pardon, tu fais comment? Tu fais comment? On s'est posé, on était juste là d'ailleurs. Ici, à parce que je ne vais que là. Et on s'est parlé et c'était un échange très fructueux. On a appris l'une de l'autre. J'ai beaucoup appris d'elle qui est dans le métier depuis plus de 10 ans maintenant, qui a un business similaire au mien parce qu'elle vend des robes à 5000 francs, vraiment pas cher du tout. Et quand on a des personnes qui sont coopératives comme ça, qui partagent, on peut avancer. Et j'essaie d'être cette personne-là pour d'autres. Parce que juste hier ou ce matin, je parlais à une amie qui achète... par exemple, un lin 3 fois plus cher que moi, alors qu'elle achète la même qualité. Mais je dis, mais t'es folle ou quoi? C'est pas viens, ça, on va au marché ensemble. Je dis, viens, on va au marché ensemble. On y va, je te montre, je te mets tous les contacts parce que j'estime que j'ai pas de concurrente. Puisqu'on... Wordsec, genre, c'est pour tout le monde, en fait. Il y a le Wordsec, et puis, bon, ce qui va germer de ta tête en termes de création ne va pas germer dans ma tête ou celle de Marina. Exactement. Et puis, on a des réseaux différents, on a des positionnements. Chacun sa prospérité, et chacun prendra ce qui lui appartient. C'est exactement ça. Et ça, c'est très important quand on parle parce que surtout dans les métiers, enfin les secteurs où en fait il y a cette notion de création, etc. Les gens vont se dire on va me voler mon idée, on va machin, etc. Moi, je dis toujours je donne toujours le même exemple. En fait, le tchéboudion, tout le monde le cuisine. Ton tchéboudion n'a pas le même goût que moi, que le mien, que celui de Marina, etc. Donc mais il y a quand même cet aspect de concurrence. Mais tout le monde a la même recette. Le tchéboudion, tout le monde a la même recette. Mais il y a beaucoup. Je suis d'accord que je trouve qu'il y a beaucoup cette peur de l'autre, cette notion de concurrence. Et on trouve pas assez, à mon avis, de gens qui sont prêts à s'entraider, à travailler ensemble. Et c'est dommage parce qu'en fait, ça ralentit tout le monde. Mais ça ralentit tout le monde parce que moi, j'ai longtemps pensé que... Il y avait que de la bienveillance. Moi, vous savez, tout est rose, tout est beau, tout est rose. Ah, toi aussi, tu es bisounours. My Little Pony. Voilà. Je pense moi aussi, je suis Il est où votre arc-en-ciel? Il est où l'arc-en-ciel? Moi aussi, je suis team bisounours. Ouais, c'est ça. Mais en fait, non. Ça se passe pas comme ça. Et c'est récemment que j'ai compris que... c'est en fait avant-hier que j'ai compris qu'apparemment, mon business model dérangeait pas mal de
de créateurs que je peux comprendre parce que quand tu viens, tu travailles, tu vends une robe 3 fois plus chère que moi, j'arrive, je te la mets à 10 000 dans le marché, ça te gâte ton truc et on n'a pas les mêmes charges et pourtant c'est la même qualité que je propose parce que j'ai un flux différent, parce que je suis influenceuse, etc. Et ça m'a blessée parce que j'aurais préféré qu'on en parle parce que moi je suis pas là pour casser le business de quelqu'un, j'ai envie qu'on avance tous, on le fait pour le Sénégal, on le fait pour avancer et mais c'est de la concurrence malgré tout, c'est comme ça que j'ai réussi à me faire ma place et il y a pas des fois il y a pas de pitié dans le business, c'est comme ça, enfin je veux dire chacun y voit son compte. Le workshop il est pour tout le monde, mais il y a une stratégie commerciale à avoir. Forcément tu dois convaincre les gens d'acheter ton produit plus qu'un autre. Mais oui. C'est pas dans le cœur, c'est pas l'intention que j'ai, mais puis, c'est comme ça. Je pense qu'au Sénégal, en fait, tout est OK, notamment dans la mode, parce que, comme tu dis, la femme avec son Maybach, elle va s'arrêter, prendre une tenue de 10 000. Le lendemain, elle va s'arrêter ailleurs, prendre une tenue à 200 000. C'est ça. Et ça ne lui pose pas un problème du tout. Et puis, il faut que toi... ça doit te challenger. Tu te dis, ok, comment elle a fait pour avoir ce truc-là? Ok, moi, je vais proposer un truc qui va faire que j'ai mon argument de vente, j'ai ma stratégie marketing, je sais pourquoi moi, c'est 20 000 et elle, c'est 10 000. C'est tout. Parce que t'as ton argument de vente. La concurrence peut être saine, en fait, parce qu'elle peut être stimulante. Mais c'est trop stimulant. Moi, j'aime trop la concurrence. Mais stimulante et saine. C'est ça. Après, je pense que les gens qui ont la même perception, enfin, qui ont la même approche vont comprendre. Oui. Et ceux qui vont peut-être pas comprendre, c'est ceux qui ne sont pas dans le juste prix des choses. Parce qu'effectivement, bon, quelque chose qui aurait pu être vendu 3 fois moins cher, on le voit 3 fois plus cher. Quand quelqu'un vient le proposer au juste prix, ça dérange. Oui. Ça, je peux le comprendre. Moi, j'estime que quand on n'est pas... C'est ma vision des choses. Hein, quand on n'est pas créateur, c'est-à-dire que oui, je peux te dessiner 2-3 trucs, mais la plupart des business models vont s'inspirer de Pinterest. Quand on crée pas un truc de fou, hein, qu'on vend pas un tissu qui coûte super cher, moi, je trouve ça culotté de venir et de le vendre super cher. Totalement. C'est de l'arnaque. Parce que, comme tu dis, on peut être dans le même style, mais tu peux faire, toi, une tenue, comme tu dis, inspirée de Pinterest, alors que dans le même style, on va trouver, en fait, je sais pas, une Alia Barré qui est une vraie styliste, designer, qui va dessiner. Et là, vraiment, le prix va se justifier. Et voilà, tu peux t'acheter ta tenue 200 000. Moi, ça me dérange pas parce que il y a ce travail derrière. On la mentionne, mais même elle, hein, elle parle aussi de ce juste prix. Elle trouve que justement, il y a beaucoup de créateurs qui abusent beaucoup. Moi, j'aime beaucoup son approche parce que même en fait, en étant une créatrice, une styliste professionnelle diplômée, elle essaie toujours de proposer ce juste prix-là et de ne pas abuser par rapport à ça. Et je trouve que c'est important par rapport en termes aussi de responsabilité économique, de permettre aux gens d'acheter. Moi, je trouve que maintenant, au Sénégal, à Dakar plus particulièrement, on a trop de choses qui coûtent un prix qui n'est pas justifié. Je comprends. Après, moi, je suis assez nuancée sur ce sujet-là parce que je me dis que, en tant que créateur, t'es artiste, quoi. Et moi, je suis fière quand je vois certaines marques vendre super cher parce que aujourd'hui, à l'international, on n'a pas assez de rayonnement parce que, justement, on veut toujours plaire à tout le monde en proposant des prix pour la population. Totalement. Alors que les maisons de luxe comme Dior, Chanel, ils s'empêchent pas de faire des créations qui valent des millions et qui ne sont pas plus belles que nos créations africaines. Donc, des fois, ça me fait plaisir de voir des gens qui vendent super cher. Moi-même, je peux pas acheter, mais je me dis, ok, c'est les milliardaires qui vont acheter là. Mais c'est bien que ça existe. Alors aujourd'hui, c'est allé assez vite. T'es là, ça fonctionne, etc. C'est quoi ta vision là maintenant pour les prochaines années? Est-ce que t'en as une? Oui, bien sûr, j'ai une vision. Je souhaite m'expandre en Afrique. Moi, Faina Ramastour, c'est pour l'Afrique. On me demande souvent de me développer en Europe, etc. Mais j'estime que ils ont assez de... Machallah, ils ont vraiment de la chance, quoi. Ils ont tout. Ils ont toutes les boutiques, etc. Alors que on manque de modestie et pourtant, on est des pays en majorité musulmans vers l'ouest, quoi. Donc, j'aimerais me développer au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire parce que, alhamdoulilah, j'ai des clientes un petit peu partout dans ces secteurs-là. J'ai fait des ventes, etc. et j'ai vu que ça a marché. Donc, la vision, c'est de s'imposer dans la mode modeste dans le marché africain. Ok, donc avec cette marque, et est-ce qu'il y a d'autres idées que tu as qui sont pas dans l'habillement et que
que tu aimerais faire, que tu n'as pas encore osé ou que tu n'as pas encore eu le temps de faire? Avec cette marque ou un autre projet dans ma tête? Non, un autre projet dans ta tête. Ah, mais moi, je suis serial entrepreneur, hein, j'en ai des millions de projets. J'aimerais beaucoup me lancer dans la cosmétique, la parfumerie. C'est une passion, j'aime trop, je suis passionnée de sentir bon, etc. Alors, il faudra que tu rencontres Tabaski Thiam, qu'on a eu dans un autre épisode, qui est aussi une créatrice de parfum. Je l'ai vue au lancement. Oui, oui. Et ben, elle est un nez et elle est une créatrice de parfum. Il faut que vous discutiez. Et ben, j'aimerais bien. Et en plus, ça tombe bien, elle est vraiment à fond en ce moment dans la transmission. Elle veut vraiment transmettre. Ok. Donc, vas-y. Nice, j'aime trop les femmes qui se partagent les choses. C'est ça. C'est la mentalité. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ton agent nous disait que c'est quelque chose qui est important pour toi, cette sororité. On te voit aussi organiser des événements où tu crées des espaces pour ces femmes-là. Est-ce que peut-être ça aussi, tu peux en parler un peu? Oui. Alors, cette année, je m'étais lancé un objectif, c'est de faire le maximum d'événements avec ma communauté. Donc, on en a fait 4, il me semble, 5 depuis le début de l'année. On a fait le mood board, on a créé nos objectifs de l'année ensemble. On a fait une picnic party. On a fait une conférence un peu islamique. C'était un iftar, donc pendant le Ramadan. On a fait une pyjama party, c'était incroyable. Ah, j'adore. C'était trop bien. Mais pourquoi on n'était pas invités? Vraiment, c'était la meilleure soirée qu'on ait fait. C'est les meilleures soirées, les pyjama parties. Et en fait, c'est au travers de ces événements que j'ai compris que Daysan, les femmes, elles ont besoin de parler. Oui. Elles ont besoin de parler. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a pleuré. Vraiment, j'ai entendu des trucs de fou. Tu sens que c'est au-dessus. En fait, tu sens qu'il n'y a pas assez de choses proposées à Dakar pour les femmes ou même pour les gens en général. Les gens souffrent en fait. Les gens souffrent et ils ont besoin de parler. Et en passant de témoignage en témoignage, je me suis dit, mais c'est dingue. Ces événements, c'est pas juste s'amuser, c'est une vraie thérapie. C'est une thérapie. Elles se lâchent, on danse, on pleure. Enfin, c'est incroyable et j'aimerais vraiment continuer dans cette lancée-là. Mais le seul truc, c'est que c'est assez frustrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Et je vous dis la vérité, c'est pas très très rentable pour moi. Non, c'est sûr. C'est pas rentable, mais c'est nécessaire. Et là, c'est une avou, je pense que tu peux nous parler de Yaï sort danser. Ah oui, toi tu fais ça. Non, nous, c'est vraiment la mission qu'on se donne, quel que soit, en fait, là où on intervient, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans les entreprises privées, etc. Ce qu'on se donne, comme mission, c'est de créer ces espaces, en fait. Il y a quelqu'un qui me posait cette question-là, qui me demandait... Mais vous faites quoi? On fait des formations. Je dis non, en fait, on ne fait pas que des formations. La formation, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour que les femmes, en fait, arrivent dans un espace de bienveillance et où, en fait, on leur permet de libérer la parole. Combien de fois on a fait des formations où on était censé venir parler de marketing digital, on finit avec les paquets de mouchoirs qui sont finis. C'est ça. Parce qu'on se sent en confiance et... on partage et puis on peut échanger. Et les femmes ont besoin d'être écoutées. Les femmes aussi ont besoin de formats qui leur conviennent. Et bon, tu parlais de Yaï sort danser. La dernière fois, on s'est lancé. Voilà, on a eu envie de créer un espace qui nous correspond pour s'amuser et sortir. Parce que ça fait partie aussi de la vie, d'avoir des espaces où on peut... C'était la boum des Yaï. On a organisé une boum des mamans. Mais non, trop bien. Bah oui, ça commence à 19h, ça finit à 23h. Wow. Parce que quand tu arrives en boîte, là, nous, comme elle disait tout à l'heure, le mot qui commence avec un V, quand tu arrives dans une boîte à, je sais pas moi, même 23h, c'est vide. Le DJ te regarde en mode, mais... qu'est-ce que tu fais là? C'est trop tôt. Là, toi, le moment où tu as envie de rentrer chez toi, c'est le moment où les gens arrivent. Tu vois? Donc, on est dans des phases. Et puis, il y avait la musique, etc. Mais voilà, en tout cas, ça a tellement marché. Les femmes sont venues se défouler et elles ont besoin d'espace pour danser. Elles sont rentrées pieds nus. Sans hommes. C'est arrivé en talons, c'est rentré pieds nus. Très bien. Voilà. Et, des espaces que entre femmes où finalement elles se lâchent, il n'y a pas le regard des hommes autour. Et qu'il n'y a pas cette compétition-là. Parce que dans ça, en fait, dans l'entertainment et puis le loisir, dès qu'on est en couple ou avec le conjoint ou des prétendants qui sont autour, ça crée... Parce que
enfin, c'est un autre sujet, mais on en parle beaucoup de comme quoi c'est le patriarcat qui veut qu'on soit en compétition, comme ça, il reste les coqs, tu vois. Mais au moins, on enlève ce paramètre. Donc, on est entre nous et donc, il n'y a pas de compétition. C'est ça. Voilà. Donc, je suis d'accord qu'effectivement, ça doit pas être un business model super rentable, mais en même temps... Mais ça apporte beaucoup plus que de l'argent, en fait. C'est ça. En fait, ça, c'est aussi l'idée de se dire, il y a certaines choses qu'on fait dans notre activité qui ramènent pas d'argent directement, mais indirectement, ça va en rapporter parce que ça fidélise ta communauté. Ça crée de la valeur. Voilà, ça crée de la valeur, ça crée de l'engagement. Ouais, c'est ça. Donc aussi, c'est important de garder ce truc-là en tête, c'est que il faut qu'on ait une partie du business qui rapporte de l'argent de façon assez facile, et on peut avoir d'autres aspects du business qui sont des choses qui apportent une autre valeur. Et sans compter même le pro bono, voilà, les activités associatives qu'on montre ou qu'on montre pas. Et ça, moi, j'insiste là-dessus, parce qu'au Sénégal, on a trop tendance à vouloir voir ce qu'on fait d'un point de vue social. Et en tout cas, moi, personnellement, ce que je fais à titre social, je préfère ne pas le montrer parce que j'estime que ça m'appartient. C'est ça. C'est ça. Donc, ou tu peux, moi, parfois, je fais certaines formations, certains ateliers sans faire payer, mais je vais pas dire, quand je mène les photos, je vais pas dire, celui-là, il était gratuit. Oui. Enfin, voilà, c'est clair. Tu le valorises au même titre que la formation pour laquelle tu as été payé. C'est ça, donc exactement. Ça, c'est important. Et on va passer un peu sur cette dernière partie de ce podcast où on va peut-être un peu plus échanger sur les apprentissages, les coups durs, les moments où on s'est dit, oh là là, je jette tout. Je ferme la valise, je retourne en Bretagne. C'est ça. Moi, une question que j'aime bien poser, c'est quand tu es vraiment dans un coup dur, comment tu fais? C'est quoi tes astuces ou c'est quoi ton... De quoi tu as besoin à ce moment-là pour remonter? Alors, j'ai eu quand même pas mal d'épreuves. J'ai 23 ans, mais... J'ai 24 ans. Oh my god, non. Bon. Combien? 24. Hey, arrête. Désolée. Oups. Arrête. T'oses pas te plaindre. Non, mais bref. Comment dire? En 24 ans de vie, j'ai quand même vécu pas mal de choses. Et mon seul moteur, ça a toujours été moi-même. Okay. Donc, j'ai cette capacité d'être... je suis un automédicament. Mais je connais le processus. J'ai besoin de pleurer. J'ai besoin de me renfermer sur moi-même. J'ai besoin de réfléchir, de faire une longue période d'introspection, de dire A, puis de dire B, de dire A, puis de dire B, puis de changer d'avis, jusqu'à trouver le juste milieu, les bons arguments. Et en général, c'est ce que je fais. Je me repose, je pleure beaucoup, je réfléchis. J'appelle mes amis et puis je prends ma décision finale. J'aime bien je pleure beaucoup et c'est un médicament parce que souvent on nous dit bull joy. Mais non! Joy, ça fait du bien. Laissez-nous pleurer. Mon mari, très bonne écoute quand même. C'est un pilier aujourd'hui dans ma vie. Ça fait que 7 mois que je suis mariée, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui t'écoute au quotidien, qui te comprend et qui ne minimise pas tes peines. Donc, dès que je ressens le besoin, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, et après c'est fini. Merci monsieur le mari. Donc lui, il doit avoir tous les bons fournisseurs de mouchoirs alors. Ouais, il est de très bons conseils, c'est un homme très sage et qui, franchement, malgré son jeune âge, il est très sage. Il a beaucoup de recul, je sais pas, il a ouvert le 3e œil de ce monde, mais il est très sage, très sage, ouais. Merci. Et on a besoin, nous les femmes entrepreneurs, d'avoir des super hommes à nos côtés. Des vrais hommes. Voilà, merci, c'est hyper important. Alors, c'est intéressant. On milite beaucoup justement pour que les femmes apprennent à s'écouter pour se donner ce dont elles ont besoin pour quand elles sont dans des moments un peu compliqués. Et est-ce que tu as déjà été quand même dans une situation où tu t'es dit non, là c'est bon, j'arrête? Ah bah oui, toutes les semaines moi.
Moi, il y a 2 semaines, je voulais fermer toute ma boutique et tout. Hein. Ah, c'est ça. Parce que ça me saoulait. Oui, je suis tout le temps face à des situations comme ça. Après, je suis hypersensible, donc ça joue beaucoup sur ça. Je vis les émotions fois 1000. Dès que j'ai une petite trahison ou un petit coup de mou, je le vis fois 1000. Quand je vais bien aussi, c'est fois 1000. Donc forcément que j'ai envie de fermer mon entreprise tous les week-ends. Mais je relativise. Je suis bien entourée. J'ai des employés incroyables qui vivent le truc avec moi. Et récemment, j'ai voulu fermer. Et attends, mais je dis à mes employés que j'ai envie de fermer pour mieux recommencer dans quelques mois. Ils me disent OK. Quel employé va dire OK? Ils me disent si tu te sens mieux comme ça, OK. Mais c'est parce qu'ils savent que je vais changer d'avis. Mais alors attends, je vais amener mon cycle menstruel là. Oui. Parce que est-ce que tu as remarqué que ça dépend des phases de ton cycle menstruel? Ah bah oui. Et tu l'as identifié? Oui. Donc tu es capable de reconnaître les moments où il faut peut-être pas... Non. Okay. Genre, c'est après, je me dis, mais... C'était pour ça. Le coaching Marina va venir. Ok, on va faire des échanges. Je vais te faire le coaching cycle menstruel, tu vas me faire le coaching communication. Des fois, je pleure. Et je pleure, mais trop, quoi. Je pleure trop. Je me dis, mais franchement, t'abuses. Et après, je fais, c'est ça. Moi, des fois, après, le lendemain, je me dis, j'ai un petit peu exagéré quand même. De fou. C'est ça. Vraiment. Non, mais heureusement que j'ai des gens qui me comprennent et c'est le plus important. Entourez-vous de personnes qui vous comprennent. Moi, dès que tu... Vous savez, je suis lunatique, je change d'avis. Non, tu n'es pas lunatique, tu es cyclique. Cyclique. Et nous, toutes les femmes, nous sommes cycliques. Non, c'est pas que le cycle, je suis vraiment lunatique. Des fois, ça n'a rien à voir. Je suis comme ça, genre je change tout le temps d'avis. Okay. Mais c'est encore pire quand il y a le cycle, tu vois. Mais tout le mois, Mais ça, peut-être un jour on fera un épisode sur ça, mais vraiment apprendre à se connaître en fonction des différentes phases de son cycle, ça change la vie. Et j'ai vu ça récemment, il y a pas mal de femmes qui en font la promotion et qui nous disent que ce modèle de vie a été créé pour les hommes. On est dans une société linéaire parce qu'en fait le travail à l'extérieur de la maison au début c'était pour les hommes. Donc après c'est juste adapté. Donc après nous on s'est dit mais nous aussi on veut travailler. Donc en fait on s'est dit on a forcé pour rentrer dans un modèle qui a été fait pour les hommes. Donc ça on peut remercier nos mamans, tout ça, c'est elles qui ont été les premières à se mettre dans ce moule, mais en fait c'est quasiment quelque chose qui va à l'inverse de notre constitution. C'est ça. Oui. Parce que nous, on est tellement cyclique. Donc les filles, on en reparlera à d'autres moments, mais écoutez-vous, essayez de comprendre comment vous fonctionnez, vous allez voir, ça va changer la vie. Ça va tout changer. Et justement, on comprend que tu es bien entourée. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as par exemple, je sais pas, un coach, un mentor, comment ça se passe? On a compris que tu as de très bons amis, tu as ton mari qui est là très présent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui te soutiennent au quotidien de manière un peu plus, on va dire, formelle? On m'a offert, non mais c'était le plus beau cadeau de ma vie, c'est mon agent. Il m'a acheté une thérapie. Non mais c'est trop mignon. Bravo. Ouais, donc je dois commencer normalement parce que en vrai, je soupçonne pas mal de syndromes, enfin de potentiels troubles psychologiques. Donc, parce qu'en vrai, c'est bien beau de dire que je suis hypersensible, mais est-ce que j'ai été diagnostiquée hypersensible? Oui, je le sais pas. De dire je suis lunatique et il peut y avoir des traumas qui n'ont pas été réglés et si on les règle, ça va débloquer. Et j'ai de forts doutes sur pas mal de choses. Je suis persuadée à 99,9% que je suis TDHD, puisque j'ai rencontré... on a déjà fait le pré-diagnostic, une orthophoniste, etc. D'ailleurs, c'était encore ici. C'était en bas, cette fois-ci. Mais j'ai envie que ce soit noir sur blanc, écrit. Et ça me permettra d'apprendre beaucoup de choses. Et je comprendrai mieux parce que c'est dur d'être moi. Non, mais c'est vraiment dur parce que... moi-même, je me comprends pas, en fait. Je me comprends pas certaines fois. Et se faire accompagner psychologiquement, c'est super important. Et c'est ma priorité, là, désormais, pour ce mois de juillet. Bravo. Et moi, je peux témoigner. J'ai été accompagnée par une super coach. Et ça a tout changé. Ça a tout changé. Ça change tout. J'ai trop hâte. Franchement, en tout cas, pressée. Mais partir à la découverte de soi-même, en fait, c'est passionnant. Dingue. C'est la plus belle des aventures. Se trouver, se reconnaître. Enfin,
Et donc là, pour commencer à clôturer notre conversation, moi j'ai envie de savoir, la Fainara de 5 ans, elle voulait être journaliste et avocate. Ouais. La Fainara d'aujourd'hui, dans 20-30 ans. 20-30 ans. Elle se voit où? Elle fait quoi? Alors, dans 20-30 ans, je m'imagine être une femme d'impact. Je sais pas si j'aborderai la politique, parce que je suis pas toujours OK. Enfin, vous savez, moi, journaliste, avocate, politique. Bon, j'ai peur d'être dictée. Il faut faire trop de concessions. C'est ça. Mais j'espère être une femme d'impact qui fait bouger les choses, qui aide les femmes, qui inspire, par rapport au business, enfin vraiment partager. Donc voilà, maman, Inch'Allah, j'espère. Et j'espère en fait être toujours moi, mais avec plus d'expérience. Et plus de Halis. Et beaucoup plus de Halis. Bravo. Parce que est-ce que tu es dans cette team milliardaire avant 40 ans, c'est ça? Ah non, moi avant 30 ans. Avant 30 ans. Oui. Inch'Allah, j'espère. Nous, on a raté, hein. Mais non, on a raté. Moi, je dis que peut-être pas milliardaire dans le compte en banque, mais dans la vie, j'ai l'impression d'être milliardaire parce que tous les gens formidables que je connais, toutes les expériences de vie, tous les moments que j'ai la chance de vivre, je pense que ça a beaucoup de valeur aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, moi, je dis toujours qu'il faut viser les étoiles pour atterrir sur la Lune. Je suis d'accord. Moi, je me dis que si je me vise le milliard, si je suis millionnaire, c'est cool. C'est OK. Millionnaire en dollars, hein. Même, les gars, je ne vais pas parler de français. Voilà. Non, mais je pense que tu as toutes les cartes en main pour y arriver parce que, d'ailleurs, en fait, pour la petite histoire, quand on a commencé à travailler sur ton podcast, on a commencé à lister des gens. Et dans la catégorie jeunes, entrepreneurs à haut potentiel, on avait mis Fainara. Merci. Et ça s'est confirmé parce que on travaille avec le même bailleur, l'Union européenne, avec qui tu collabores pour une autre campagne. Oui. Et qui nous ont dit non, mais il faut voir avec Fainara, elle est hyper business straight, elle est hyper tatati tatata. On a dit OK. Il me sauce beaucoup, hein. Merci l'équipe, merci. Et du coup, ce programme, ce programme sur lequel tu bosses avec l'UE et même nous, dans le cadre de parcours, le YBA, c'est un programme pour accompagner les entrepreneurs. Et parce que c'est important et on le fait de plusieurs formes. Nous, on fait ce podcast. Toi, tu fais une campagne de promotion des emplois, etc., de l'entrepreneuriat des jeunes. Est-ce que toi, dans ton parcours, tu as pu justement bénéficier de ce genre d'accompagnement, que ce soit de structure, de campagne ou quoi que ce soit? Est-ce que ça, tu as pu en bénéficier ou est-ce que tu aurais besoin d'un accompagnement et du coup, tu as un call to action à faire? Alors, oui, j'ai besoin d'un accompagnement, of course. En vrai, tu comprends à un certain stade de ton entrepreneuriat, au début, tu as toujours envie de tout faire tout seul, mais sauf que c'est important d'être accompagné quand tu as des coachs, des business angels, ils te le diront toujours, faut travailler avec l'argent des autres, pas ton argent. C'est comme ça que tu avanceras. Donc évidemment, on y aspire avec Fainara Mastour, mais entre-temps, on a fait Orange Corner. Je sais pas si vous connaissez Orange Corner. Orange Corner. Voilà, on a été accompagnés, on a eu des subventions. Bon, malheureusement, on n'a pas gagné le projet. C'est pas grave, peut-être une prochaine fois. J'aimerais bien aller au Yali. Yali, j'aimerais beaucoup le faire. Le Yali. Et même la DPME, enfin, je suis pas du tout fermée. Juste, j'ai pas encore trouvé le temps de monter mes dossiers parce que ça va vite, etc. Mais j'aimerais beaucoup me faire accompagner, Et je pense que ça me permettrait de débloquer, d'ouvrir beaucoup de portes plus rapidement. C'est ça. On a discuté il y a pas longtemps justement avec l'ADPME parce que aussi dans ce podcast on interviewe les structures qui accompagnent et c'est une structure en fait de l'extérieur pour laquelle on a une perception des fois qui est faussée parce qu'ils sont très agiles, très ouverts. Ils cherchent vraiment à accompagner la jeunesse et je pense que à plusieurs titres, il y a peut-être des choses à faire avec eux parce qu'ils nous ont dit qu'ils sont pas bons en com. Donc, hey! Je pense qu'il y a une jonction intéressante à faire avec la DPME pour faire justement la promotion parce que les jeunes, en fait... Oui, ils savent pas. Ils savent pas qu'il y a ça.
ils vont penser que c'est pour les grandes entreprises. C'est ça, mais pas du tout. Par exemple, moi, je fais partie de Waoukoumba, toi aussi, je pense. Donc, il y a plein d'initiatives qui permettent de financer des mini-projets à hauteur de 1 million, 1,5 million. Et souvent, il y a plein de gens qui me disent, mais comment faire pour lancer le projet? J'ai pas d'argent. Alors, on peut faire comme moi, commencer par fonds propres, petit à petit, mais on peut aussi se faire accompagner. Si le projet est pertinent, c'est très facile d'être accompagné parce que les gens sont à la recherche de projets pertinents. Waoukoumba, je m'en souviens même, ils avaient financé un projet de serviette hygiénique. De serviette hygiénique. Ils avaient fait. Donc, en vrai, ça peut... en vrai, il y a vraiment, au Sénégal, il y a beaucoup de mécanismes d'accompagnement qui existent. Je trouve plus qu'en France. Oui. Beaucoup plus. Et quand on est une femme, alors après, il y a des secteurs qui marchent mieux, hein, mais par exemple, agriculture, femmes, ou tech. T'es sûr de gagner. C'est top. Après, des fois, c'est plus difficile pour le changement d'échelle. Parfois, c'est un petit peu plus difficile, mais en tout cas, il y a des choses qui existent, donc vraiment, renseignez-vous, quoi. Aussi, c'est développement durable, agriculture, transformation, tout ça. Tech aussi, il y a tout ça. Enfin, ça déchire en ce moment, ils adorent. Et quand même, ils mettent beaucoup en avant les femmes. Oui, totalement. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais bien que tu dises peut-être aux jeunes qui te suivent, qui te regardent et que tu inspires. Aujourd'hui, quel conseil tu as à leur donner par rapport à ton parcours et tout ce que tu as appris? Ok. Ne pensez pas que la chance, elle est destinée aux autres. Aujourd'hui, on va voir, oui, mais elle est influenceuse, elle réussit, mais ok, il y a eu quoi avant tout ça? Il faut se créer les chances, il faut se créer les opportunités. Vraiment, faut tout faire soi-même, seul. Ne regardez pas le parcours des autres. Focalisez-vous sur votre parcours, si ce n'est pour s'en inspirer, évidemment. Et dites-vous que vous aussi, vous avez vos places comme nous tous, parce qu'on est tous partis d'un point. On est tous partis d'un point. Et moi, je suis partie du point 0, pour le coup. Parce que je connaissais rien, je connaissais personne. J'avais pas d'argent, j'avais rien. Donc, ne vous dites pas que juste parce que je suis influenceuse, aujourd'hui, j'ai réussi. Non. J'ai créé cette communauté qui m'a permis de créer cette marque, qui m'a permis de créer ce message. Et dites-vous que vous aussi, vous avez cette opportunité-là de créer la personne que vous allez devenir demain. Donc, croyez en vous. Personne ne le fera à votre place. Vraiment, croyez en vous. J'ai envie de dire Waoukoumba. Waoukoumba. Bravo. C'est hyper important. Merci de délivrer ce message. Non, alors, important. Notre message pour notre dernière question pour la route, je laisse Marina la faire. Tout à l'heure, vous la teasez, c'est quoi la dernière question? La dernière question, c'est qu'à chaque épisode, on amène quelque chose de spécial pour notre invité. Oh! On lui amène une baguette magique. Ok. Maintenant, je te donne une baguette magique. Ok. Elle est invisible. Elle est invisible. Elle est là, mais elle est super puissante. Elle peut tout faire. Ok. Alors, mais tu as un vœu. Donc, aujourd'hui, dans ta vie de maintenant, mais c'est pas pour toi, ou pour le monde, ou pour le pays, ou pour d'autres gens. Aujourd'hui, là, tu as un vœu que tu peux réaliser avec ta baguette magique. Ce serait quoi? Ma baguette magique, elle est directement liée à toutes les personnes persécutées dans ce monde, toutes les personnes victimes de génocide, que ce soit à Gaza, au Congo, au Soudan, les Ouïghours, toutes ces personnes-là. Je souhaiterais que ça soit résolu, qu'on fasse justice à toutes ces personnes-là et qu'il y ait la paix sur cette terre, évidemment. Amen. Merci beaucoup. Merci. Je crois pas que ça a marché. Hein. Tu vas nous faire pleurer la pleureuse professionnelle. Mais franchement, j'ai failli pleurer plusieurs fois dans l'interview. Hein. Ça s'est pas senti? Non, la voix tremblante des fous? Non, j'ai vu les... Moi, si vous voulez, je pleure. Hein. Ça, c'est une vraie. Okay. Moi aussi, je suis une pleureuse professionnelle. Il faut pas commencer. Okay. Mais j'ai merci pour ton coup de baguette magique parce que franchement, c'est mon coup de baguette magique à chaque fois que je souhaite ça. Et je suis souvent étonnée que quand je pose la question aux gens, ça vienne pas. Alors, je suis contente que ce soit venu aujourd'hui. Merci beaucoup. My little pony. Voilà. J'ai eu mon petit frisson là qui est venu dans mon bras et j'ai dit ouf. Ouais, non, c'est normal. Bah, c'est normal, on souhaite la paix pour tout le monde et je pense que ce serait déjà une vraie avancée dans ce monde. C'est ça. Ouais.
Merci. Mais merci à vous. Merci. Vous avez été chaleureux. J'étais super à l'aise et ça m'a fait plaisir de partager mon parcours avec des femmes inspirantes. Oui. Hein, et ça me fait plaisir que vous pensiez à moi parce que malgré tout, j'ai juste tracé qu'un petit bout de chemin et de m'asseoir ici face à vous et à la place de grandes dames qui ont fait l'émission aussi. Je me dis waouh, c'est dingue et je réalise petit à petit la vie que j'ai manifestée et du coup vous en faites partie. Merci Parcours. À toi de ton partage et je pense qu'on fait toutes ces femmes, quels que soient nos âges, on fait partie de cette grande toile et on s'inspire et on se nourrit les unes les autres. C'est le plus important. C'est le plus important. Et justement, on se nourrit. Merci. On se nourrit de plus jeunes, de plus âgés, de nos pères. Ouais. Et c'est ça la richesse aussi de nos hommes, de nos enfants. C'est ça qui fait en fait aussi la spécificité de la femme. Ouais. Elle est multiple, elle est holistique. Et donc, il y a tout ça qui est important dans la vie d'une femme. Et je pense que quand on le comprend, ça change beaucoup de choses. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à t'avoir. On a beaucoup aimé ton énergie. Merci. On a beaucoup aimé ton ambition, ta simplicité. J'ai pleuré. Donc, vraiment... comme on dit, on est rassuré justement quand on parle à des jeunes femmes qui ont cette vision assez claire en fait et qui se donnent les moyens, c'est très important. Merci, donc bravo gentil. Et on te souhaite tout le succès du monde. J'ai vraiment pleuré, hein. Moi, il faut pas me dire des trucs comme ça, hein. Merci beaucoup. On te souhaite tout le succès vraiment. Et nous, on vous donne rendez-vous. Je suis désolée, on a sorti la larmichette. Voilà. Non mais il fallait le faire pour au moins c'est pour les vues, hein. Non, je promets, elle pleure vraiment. Donc, nous, on a eu beaucoup de plaisir à recevoir Fainara aujourd'hui. On vous donne rendez-vous très, très bientôt pour un nouveau parcours de femmes entrepreneurs tout aussi inspirantes. À bientôt. Merci beaucoup.